Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Lorsque le gendarme nous a arrêtés sur cette route de Bourgogne par une nuit pluvieuse, ma cousine Sophie lui a souri gentiment tout en glissant mon testament dans son sac à main de créateur. Elle n'avait aucune idée que j'avais soigneusement préparé ce moment depuis des mois. Ni que le jeune gendarme qui s'approchait de la vitre de notre voiture était quelqu'un que j'avais vu grandir dans mon quartier pendant 20 ans. Je m'appelle Hélène Dubois. À 73 ans, j'ai appris que les cheveux gris font croire à certains que vous avez perdu la raison en même temps que votre couleur naturelle. Ce que ma cousine Sophie ne réalisait pas, c'est que derrière mes rides et mon doux sourire se cache une femme qui a bâti une entreprise de construction de plusieurs millions d'euros à partir de rien après la mort de mon mari. La pluie battait contre le pare-brise tandis que Sophie resserrait sa prise sur le volant. « Laisse-moi parler », murmura-t-elle sèchement. « Tu te souviens de ce que le médecin a dit à propos de ta confusion ?» J'ai hoché la tête docilement, jouant le rôle qu'elle attendait de moi. Dans ma poche, mes doigts se sont refermés sur le petit bouton que j'avais pressé quelques instants plus tôt, celui qui avait envoyé une alerte silencieuse à des gens qui tenaient vraiment à moi. Vous voyez, ce n'était pas un simple contrôle routier. C'était l'aboutissement de mois de planification, la mienne et celle de Sophie. Mais une seule d'entre nous allait remporter cette partie d'échecs. Tout a commencé 6 mois plus tôt, par un matin d'automne frais, lorsque mon médecin a confirmé ce que je soupçonnais. Une arthrite sévère dans les mains et une maladie cardiaque qui nécessitait un traitement médicamenteux attentif. Rien de immédiatement mortel, mais assez pour que Sophie apparaisse soudainement dans ma vie après des années de simples cartes de vœux et de remarques occasionnellement amères lors des funérailles familiales. « Hélène, je suis venue dès que j'ai appris », s'est-elle exclamée en arrivant sur mon seuil avec un gratin et une expression inquiète qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tu ne devrais pas être seule dans un moment pareil. » À 61 ans, Sophie était ma cousine cadette, la fille de mon oncle qui avait amèrement contesté le testament de mon grand-père des décennies auparavant. Nos familles entretenaient une guerre froide depuis lors, avec des flambées occasionnelles lors des mariages et des enterrements. Sophie avait toujours regardé ma vie confortable avec une envie à peine déguisée. « Merci, Sophie. C'est très gentil », ai-je dit, sincèrement surprise par son apparition. « Mais je vais bien. Chloé passe me voir régulièrement. »« Chloé est jeune et occupée par ses études », a répondu Sophie, se sentant déjà chez elle dans ma cuisine. « Elle ne peut pas t'apporter les soins dont tu as besoin. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une jeune de 19 ans connaît à la gestion des médicaments et des rendez-vous médicaux ? Chloé était ma petite fille, la lumière de ma vie, après avoir perdu ma fille et mon gendre dans un accident de voiture 12 ans auparavant. J'avais élevé Chloé moi-même. Maintenant, elle était en première année de médecine à l'université de Lyon. Brillante et compatissante, comme sa mère. Chloé en sait plus que la plupart des gens, ai-je dit, avec une pointe de fierté dans la voix. Elle étudie la médecine, après tout. Sophie a balayé l'air d'un geste dédaigneux. La théorie n'est pas la pratique. Tu as besoin de quelqu'un avec de l'expérience de la vie, quelqu'un qui comprend ce que tu traverses. Alors que Sophie s'affairait à réorganiser mes placards de cuisine parfaitement organisés, je l'observais avec une suspicion silencieuse. Dans notre famille, une gentillesse soudaine était généralement accompagnée de conditions. J'ai réfléchi, a poursuivi Sophie, sans me regarder. Je pourrais passer plusieurs fois par semaine, t'aider avec les courses, te conduire au rendez-vous. Ça doit devenir difficile de tout gérer seul. J'ai baissé les yeux sur mes mains. L'arthrite rendait certains jours douloureux, mais je m'étais adapté. Ma maison avait été modifiée il y a des années en prévision du vieillissement. La prévoyance de mon défunt mari. J'étais parfaitement capable d'être indépendante. C'est très attentionné, mais inutile, ai-je répondu. J'ai un réseau d'amis et de voisins qui m'aident. Sophie s'est retournée, ses yeux se plissant légèrement avant que son visage ne se détende en un sourire. Ne sois pas têtue, Hélène. La famille, c'est fait pour ça. Au cours des semaines suivantes, l'aide de Sophie est devenue de plus en plus intrusive. Elle a insisté pour me conduire à mes rendez-vous médicaux, restant à mes côtés pendant les consultations et posant des questions pointues sur mon pronostic. Elle a réarrangé les meubles sans permission pour éviter les chutes. Elle a fait venir son fils, Marc, un avocat que je n'avais jamais particulièrement apprécié, pour discuter de quelques papiers. Marc avait 35 ans, un costume cher et un sourire condescendant qui me rappelait son grand-père. « Tante Hélène » a-t-il dit, bien que nous ne soyons pas si proches parents. « Maman s'inquiète pour ta situation. Nous devrions parler de mettre tes affaires en ordre. »« Mes affaires sont parfaitement en ordre » ai-je répondu calmement. J'ai mis à jour mon testament après la mort de Richard et de nouveau quand Chloé a commencé l'université. « Mais les choses ont changé » a insisté Marc. « Ton état de santé crée de nouvelles considérations. As-tu pensé à qui prendra les décisions médicales si tu deviens incapable, ou qui gérera tes finances ? Chloé est ma personne de confiance pour les questions médicales, ai-je dit. Et j'ai un conseiller financier avec qui je travaille depuis 20 ans. Marc et Sophie ont échangé un regard que je n'ai pas aimé. Chloé est à peine une adulte,
est intervenue Sophie. C'est un lourd fardeau à placer sur quelqu'un de si jeune. Et qu'est-ce qu'elle connaît à la gestion d'une entreprise de construction ou d'investissements immobiliers? J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec ma circulation sanguine. Comment es-tu au courant de mes investissements? Sophie a ri trop vite. Tu as toujours été celle qui a réussi dans la famille, Hélène. Tout le monde sait que tu es à l'aise financièrement. Mais être à l'aise et connaître les détails de mes actifs professionnels étaient deux choses très différentes. J'avais toujours été discrète sur mes finances, une habitude prise en bâtissant une entreprise dans un secteur dominé par les hommes où les femmes étaient souvent sous-estimées. Ce soir-là, après leur départ, j'ai appelé Chloé. Mamie. Sa voix était chaleureuse, me remontant instantanément le moral. J'allais justement t'appeler. Comment s'est passé ton contrôle? Le médecin dit que je suis têtue mais stable, ai-je gloussé. Et tes cours? Nous avons bavardé de son professeur de biochimie et de la tentative désastreuse de sa colocataire en cuisine. Je n'ai pas mentionné la visite de Sophie. Chloé avait assez de soucis sans s'inquiéter des drames familiaux. Mais alors que je me préparais pour la nuit, un sentiment de malaise s'est installé en moi. L'apparition soudaine de Sophie et son intérêt pour mes affaires semblaient calculés. J'avais passé assez d'années en négociation commerciale pour reconnaître quand quelqu'un cherchait une opportunité. J'ai alors pris une décision qui allait tout changer, une décision de ne plus être la proie, mais le chasseur. Je devais comprendre l'étendue de leur plan, et pour cela, il me fallait des alliés fiables et discrets. Le lendemain matin, j'ai appelé ma vieille amie Marthe Perrin. « Hélène, quelle belle surprise !» a répondu Marthe. Nous étions amis depuis 30 ans, à travers les mariages, le veuvage et l'éducation des enfants. Son fils Jacques était maintenant le commandant de la brigade de gendarmerie de notre petite ville de Bourgogne. « Marthe, j'ai besoin de quelques conseils, » ai-je dit, en gardant ma voix décontractée au cas où Sophie passerait à l'improviste. C'est à propos d'affaires de famille. Marthe a compris immédiatement. Nous avons convenu de nous retrouver pour un café chez elle plutôt qu'au café où nous allions habituellement. Dans le salon confortable de Marthe, sans risque d'être entendue, j'ai expliqué mes préoccupations. Elle s'intéresse soudainement de très près à ma santé et à mes finances, ai-je conclu, et quelque chose ne me semble pas juste. L'expression de Marthe était devenue de plus en plus troublée. Hélène, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les personnes âgées avec des biens deviennent parfois des cibles, même de la part de membres de leur famille. Tu penses que Sophie en a pris mon argent? Les mots semblaient durs, mais les prononcer à voix haute a cristallisé mes soupçons. Je pense qu'il vaut la peine d'être prudente, a répondu Marthe diplomatiquement. As-tu remarqué autre chose d'inhabituel? Des relevés manquants, des suggestions de changer ton testament ou ta procuration. J'ai pensé aux questions de Marc concernant la gestion de mes finances. Pas encore, mais je pense que c'est là où ça mène. Marthe a pris son téléphone. J'appelle Thomas Leclerc. C'est le meilleur avocat spécialisé en droit des aînés de 3 départements, et il est discret. Thomas Leclerc a accepté de me rencontrer le lendemain chez Marthe. À 65 ans, il avait le regard perçant de quelqu'un qui avait vu tous les types de conflits familiaux imaginables. La chose la plus importante, a-t-il conseillé, est de ne rien signer sans un avis juridique indépendant. Même s'ils vous mettent la pression ou vous font sentir coupable. J'ai bâti une entreprise de construction à partir de rien, ai-je répondu avec un petit sourire. Je connais les tactiques de pression. Il a hoché la tête d'un air approbateur. Bien. Maintenant, examinons vos documents actuels et assurons-nous que tout est blindé. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons passé en revue mon testament, mes directives anticipées et mes mandats de protection. Tout était en ordre, mais Thomas a suggéré quelques mises à jour pour renforcer la position de Chloé comme mon héritière et ma personne de confiance. Je vais aussi préparer un document attestant de votre capacité mentale actuelle, a-t-il ajouté. Juste au cas où quelqu'un essaierait de suggérer que vous n'êtes pas capable de prendre des décisions. Pensez-vous vraiment que ça pourrait en arriver là? L'idée était dérangeante. Je l'espère pas, a dit Thomas sombrement. Mais d'après mon expérience, quand l'argent est en jeu, les gens peuvent se convaincre de presque n'importe quoi. En quittant la maison de Marthe, elle m'a tendu un petit appareil qui ressemblait à un porte-clés. Jacques a suggéré ça, a-t-elle expliqué. C'est un bouton d'alerte qui prévient directement sa brigade. Au cas où. Je l'ai glissé dans mon sac à main, la remerciant, mais en espérant ne jamais en avoir besoin. La semaine suivante, j'ai surpris Sophie dans mon bureau, en train de fouiller dans mon classeur. « Tu cherches quelque chose ?» ai-je demandé, la faisant sursauter. « Oh, Hélène, tu m'as fait peur. » Elle a serré un dossier contre sa poitrine. « Je rangeais juste tes dossiers médicaux. Tu devrais vraiment avoir un meilleur système. » J'ai tendu la main. « Puis-je voir ce que tu as trouvé de si intéressant ?» À contre-cœur, elle m'a tendu le dossier. Ce n'était pas du tout des dossiers médicaux, mais plutôt l'acte de propriété de ma maison et de mon terrain. Simple erreur, a-t-elle dit avec un rire peu convaincant.
Tout se ressemble dans ces vieux dossiers. J'ai souri poliment. Mais cette nuit-là, j'ai installé une petite serrure sur le classeur. Le lendemain, j'ai demandé à un serrurier de changer toutes les serrures extérieures de ma maison. Quand Sophie est arrivée et a constaté que sa clé ne fonctionnait pas, sa façade amicale s'est légèrement fissurée. « Pourquoi as-tu changé les serrures sans me le dire ?» a-t-elle exigé. « Il y a eu une tentative de cambriolage dans la rue ?» ai-je menti sans effort. Marthe a suggéré à tout le monde de mettre à jour leur sécurité. Les yeux de Sophie se sont plissés, mais elle s'est vite ressaisie. « Eh bien, il faudra que tu me fasses une nouvelle clé. Et si tu tombais et que tu ne pouvais pas atteindre la porte ?» J'ai un système d'alerte médicale, ai-je répondu. Et Chloé a une clé. Chloé est à 2 heures de route, a répliqué Sophie, puis elle s'est reprise. Je m'inquiète juste pour toi, Hélène. Ce soir-là, j'ai décidé de tester une théorie. J'ai laissé mes flacons de médicaments vides sur le comptoir de la cuisine, après avoir transféré les vrais comprimés dans des contenants non marqués cachés dans ma chambre. J'ai aussi laissé un bloc-notes avec des annotations confuses sur le fait de me sentir désorientée et d'avoir du mal à me souvenir des choses. Le lendemain matin, Sophie est arrivée à l'improviste, entrant avec la nouvelle clé que je lui avais fournie à contre-cœur. « Je venais juste voir comment tu allais, » a-t-elle lancé. « As-tu pris tes médicaments ce matin ?» Je suis entrée dans la cuisine en robe de chambre, jouant le rôle de la vieille dame fragile. « Bonjour, Sophie. » Oui, je crois que oui. Où étais-tu hier? Les yeux de Sophie se sont illuminés de manière presque imperceptible. « Laisse-moi vérifier ton pilulier. C'est facile de s'embrouiller avec autant de médicaments. » Elle a examiné les flacons que j'avais laissés, fronçant les sourcils devant les informations de dosage. « Ça ne semble pas correct. Laisse-moi appeler la pharmacie pour toi. »« C'est très gentil, » ai-je murmuré, cachant mes soupçons alors qu'elle passait un appel dans l'autre pièce. Cet après-midi-là, après le départ de Sophie, j'ai apporté l'un des comprimés qu'elle avait organisé pour moi à un ami pharmacien indépendant pour identification. « Ce n'est pas ce qui est prescrit sur le flacon, » a-t-il confirmé gravement. « L'original est votre médicament pour le cœur, mais ceci est un sédatif léger qui pourrait provoquer confusion et somnolence, surtout chez les personnes âgées. » Une colère froide s'est installée dans ma poitrine. C'était donc ça, le jeu de Sophie. Altérer mes fonctions cognitives pour me faire paraître incompétente, puis intervenir pour protéger mes biens. J'avais besoin de preuves et d'un plan. Le lendemain, j'ai fait installer des caméras cachées par une entreprise de sécurité dans mes principales pièces à vivre. J'ai aussi contacté Chloé en utilisant notre code privé. À la fin de nos appels réguliers, je disais toujours « Je t'aime jusqu'à la lune ». Pour les urgences, nous avions établi que « Je t'aime jusqu'aux étoiles » signifiait un problème. « Je t'aime jusqu'aux étoiles, Chloé », ai-je dit à la fin de notre appel suivant. Il y a eu une brève pause. « Est-ce que Sophie est là maintenant » a-t-elle demandé nonchalamment. « Oui, c'est ça. Le temps est magnifique pour un mois d'octobre. »« Compris. J'appelle Marthe tout de suite. »« Ne t'inquiète pas, mamie. Envoie-moi échec et maths si les choses s'enveniment. » Le jour suivant, Sophie a de nouveau ramené Marc. Cette fois, ils avaient des documents. « Nous avons réfléchi », a commencé Sophie, sa voix mielleuse de fausse inquiétude. « Ta confusion semble s'aggraver. »« Ah bon » ai-je demandé innocemment. « Maman a mentionné que tu ne te souvenais plus avoir pris tes médicaments. » est intervenu Marc. « Et l'autre jour, tu pensais qu'on était en 2010. » Je n'avais rien dit de tel, mais j'ai simplement pris un air confus. « Vraiment ? Comme c'est étrange. » Ça arrive à tout le monde un jour ou l'autre, a dit Sophie en me tapotant la main avec condescendance. C'est pourquoi nous avons préparé ces documents. Juste quelques mises à jour de ta procuration, me donnant l'autorité pour aider à gérer les choses quand ce sera nécessaire. Marc a fait glisser des papiers sur la table. C'est tout à fait standard. Ça donne juste à maman la capacité de prendre des décisions si tu n'es pas en mesure de le faire. Médicale, financière, ce genre de choses. J'ai examiné les documents, prenant délibérément mon temps. Il est écrit mandat de protection future à effet immédiat. Cela signifie qu'il prend effet tout de suite, pas seulement si je suis frappé d'incapacité. Marc a semblé surpris par ma clarté. Eh bien, oui, mais c'est juste pour plus de commodité. Pour que Sophie puisse aider avec les affaires courantes sans te déranger. Comme ma gestion bancaire, les décisions de mon entreprise, mes propriétés, ai-je continué en parcourant le document, notant à quel point leur prise de contrôle était complète. Tu as semblé dépassé dernièrement, a dit Sophie, une pointe de frustration se glissant dans sa voix. Nous essayons juste de t'aider. J'apprécie cela, ai-je dit en posant les papiers. Mais j'aimerais que mon propre avocat examine cela d'abord. Ton avocat? La voix de Sophie s'est aiguisée. Qui? Maître Thomas Leclerc, ai-je répondu calmement. Il s'occupe de mes affaires depuis des années. L'expression de Marc s'est assombrie.
Leclerc est à moitié à la retraite et ce sont des documents simples. Il n'y a vraiment pas besoin qu'un autre avocat les examine. Néanmoins, je le préférerais, ai-je insisté. Sophie et Marc ont échangé des regards. Bien sûr, a finalement dit Sophie. Nous pensions juste que tu voudrais que cela soit réglé rapidement, compte tenu de ta situation. Après leur départ, j'ai immédiatement appelé Thomas et lui et scanné des copies de leurs documents. C'est pire que ce que je pensais, a-t-il dit après les avoir examinés. Cela donnerait à Sophie un contrôle total sur tout ce que vous possédez. Et ces clauses sur les soins médicaux nécessaires pourraient potentiellement être utilisées pour forcer des traitements ou même un placement en établissement contre votre volonté. Ils n'obtiendront pas ma signature, l'ai-je assuré. Bien, mais soyez prudente, Hélène. Quand des gens comme ça sont désespérés, ils passent parfois à la vitesse supérieure. L'avertissement de Thomas s'est avéré prémonitoire. Le lendemain, Sophie est arrivée avec une femme qu'elle a présentée comme le docteur Laroche, une spécialiste en gériatrie. J'ai été si inquiète de tes problèmes de mémoire, a expliqué Sophie. Le docteur Laroche peut faire une évaluation ici même à la maison. N'est-ce pas pratique? La femme avait l'air assez professionnelle, mais quelque chose clochait. Puis-je voir vos qualifications? Ai-je demandé poliment. Le docteur Laroche a semblé surprise par la question. Bien sûr, a-t-elle dit, cherchant maladroitement dans son sac une carte de visite. Je l'ai examinée attentivement. Et vous êtes affilié à quel hôpital ou cabinet? J'ai un cabinet privé, a-t-elle répondu sans heurts. Spécialisé dans les évaluations à domicile pour les personnes âgées. Comme c'est intéressant. Connaissez-vous le docteur Guillaume Chénaud, le chef du service de gériatrie au CHU de Dijon? Le docteur Laroche a hésité. Je ne crois pas avoir eu ce plaisir. C'est étrange, puisqu'il préside le conseil régional qui certifie tous les spécialistes en gériatrie. C'était un bluff. Je n'avais aucune idée si un tel conseil existait, mais l'éclair de panique dans ses yeux a confirmé mes soupçons. Peut-être devrions-nous reporter, a-t-elle dit, rassemblant rapidement ses affaires. Je viens de me souvenir d'un autre rendez-vous. Après le départ de la fausse doctoresse, Sophie était furieuse. Pourquoi es-tu si difficile? Nous essayons de t'aider. En amenant une inconnue non qualifiée pour évaluer ma capacité mentale? Ai-je répliqué. Qui est-elle vraiment? Sophie? Une professionnelle de la santé. Tu deviens paranoïaque, ce qui ne fait que prouver mon point de vue sur ton état mental. J'ai changé de tactique. Tu as peut-être raison, ai-je dit en laissant tomber mes épaules. Je me sens confuse ces derniers temps. Peut-être que je devrais me reposer. La colère de Sophie s'est immédiatement transformée en satisfaction. Oui, c'est une bonne idée. Nous pourrons discuter des papiers quand tu te sentiras plus toi-même. Ce soir-là, j'ai de nouveau appelé Chloé. Les choses s'enveniment, lui ai-je dit après avoir confirmé que Sophie était partie. Ils ont fait venir quelqu'un se faisant passer pour un médecin pour m'évaluer. C'est illégal, s'est exclamé Chloé. Mamie, laisse-moi rentrer ce week-end. Non, ai-je dit fermement. Reste à l'université. J'ai Marthe et Thomas qui m'aident. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important. N'importe quoi. Contacte mon médecin, le docteur Alexandre Renaud. Dis-lui ce qui se passe et demande-lui de documenter mes visites récentes montrant que je suis mentalement compétente. Il ne peut pas discuter de mon cas avec toi, mais il peut préparer des dossiers que je pourrai récupérer. Considère que c'est fait, a dit Chloé. Et Mamie, sois prudent. 2 jours plus tard, Sophie m'a emmenée à ce qu'elle a décrit comme un contrôle de routine avec un nouveau médecin. Le docteur Renaud est tellement surchargé, a-t-elle expliqué. Le docteur Moreau peut te voir tout de suite. Le cabinet avait l'air légitime, mais je n'avais jamais entendu parler de ce médecin. Quand Sophie a essayé de m'accompagner dans la salle d'examen, j'ai mis le holà. Je préfère voir le médecin en privé, ai-je insisté. L'infirmière m'a soutenue. Les membres de la famille peuvent se joindre après l'examen initial si le patient le souhaite. Seule avec le docteur Moreau, j'ai été directe. Ma cousine a pris ce rendez-vous à mon insu. J'ai un médecin traitant dont je suis très satisfaite. Il a semblé mal à l'aise. Votre cousine a exprimé des inquiétudes concernant votre fonction cognitive. Elle a demandé une évaluation. Vraiment? Et qui recevrait les résultats de cette évaluation? Eh bien, en tant que votre aidante. Elle n'est pas mon aidante, ai-je interrompu fermement. Je vis de manière indépendante et je gère mes propres soins. Je crois que cette visite a été organisée sous de faux prétextes, possiblement pour soutenir une démarche légale visant à contrôler mes biens. Le docteur Moreau a semblé alarmé. C'est une accusation grave. Elle l'est, et j'aimerais que vous documentiez dans votre dossier que j'ai refusé cette évaluation non sollicitée et que je suis apparue pleinement orientée et compétente lors de notre interaction. Lorsque je suis sortie de la salle d'examen, Sophie attendait avec anxiété. Qu'a dit le médecin? A-t-il fait les tests de mémoire? Nous avons eu une conversation très instructive, ai-je dit vaguement. Il a pris d'excellentes notes.
Les tentatives répétées de Sophie pour me faire signer les documents de procuration sont devenues plus agressives au cours de la semaine suivante. Elle a commencé à faire des commentaires à portée de voix des voisins sur ma condition qui se détériorait et sur des problèmes de sécurité. Elle a également commencé à répondre à mon téléphone et à filtrer les visiteurs, disant à plusieurs amis de longue date que j'étais trop fatiguée pour recevoir de la visite. Un soir, j'ai surpris une conversation téléphonique troublante entre Sophie et Marc depuis ma cachette dans le couloir. « Elle est têtue », siffla Sophie. La fausse doctoresse était une erreur, elle a vu clair dans notre jeu. « Nous devons agir plus vite », répondit Marc, sa voix métallique à travers le haut-parleur. Plus ça traîne, plus il est probable que cette petite fille se méfie. As-tu déjà accès à ses comptes financiers? Pas encore. Elle garde ses relevés sous clé et elle ne veut pas signer la procuration. Mais j'ai ajusté ses médicaments. Elle devient plus confuse. Hier, elle ne se souvenait plus quel jour on était. Je n'avais pas du tout été confuse. J'avais fait semblant, testant les réactions de Sophie. Bien, dit Marc, continue d'augmenter la dose progressivement. Une fois qu'elle sera suffisamment diminuée, nous pourrons la faire évaluer par notre médecin. Avec une déclaration d'incompétence, nous n'aurons pas besoin de sa signature. Et Chloé? Elle appelle tous les jours. Une fois que nous aurons le contrôle, nous limiterons la communication. On dira que l'état d'Hélène rend les conversations trop confuses. On s'occupera de cette gamine. Mon sang asiglaka. Ils n'en avaient pas seulement après mon argent. Ils avaient l'intention de me couper complètement de Chloé. Je suis retournée discrètement dans ma chambre et j'ai immédiatement envoyé un texto à Chloé. Échec et mat. Quelques minutes plus tard, elle a appelé. J'ai pris le téléphone dans la salle de bain et j'ai allumé la douche pour plus d'intimité. Je rentre demain, a dit Chloé, sa voix tendue d'inquiétude. Non, ai-je répondu fermement. C'est ce à quoi ils s'attendent. Nous devons être plus intelligents qu'eux. Mamie, ils essaient de te droguer. Je sais. Je n'ai pris aucune des pilules que Sophie me donne. Mais nous avons besoin de preuves de ce qu'ils font, et nous devons les prendre en flagrant délit. J'ai exposé mon plan. Chloé rentrerait pour le week-end comme prévu initialement, dans une semaine. Entre-temps, je continuerai à jouer le jeu, paraissant de plus en plus confuse tout en documentant tout. Le fils de Marthe a été informé, les jeux assurés. Et Thomas a préparé toutes les contre-mesures légales dont nous avons besoin. Je n'aime pas te laisser là-bas avec elle, a protesté Chloé. J'ai déjoué des adversaires plus coriaces que Sophie, lui ai-je rappelé. Ton grand-père disait toujours que j'étais la meilleure joueuse d'échecs qu'il ait jamais rencontrée. Et ceci n'est qu'une autre partie d'échecs. Le lendemain matin, j'ai délibérément renversé ma tasse de café, paraissant surprise et confuse par le déversement. Sophie a regardé avec une satisfaction mal déguisée pendant que je tâtonnais avec des serviettes en papier. « Laisse-moi t'aider », a-t-elle dit, prenant en charge le nettoyage. Ces petits accidents arrivent plus fréquemment maintenant, n'est-ce pas? Vraiment? Ai-je demandé vaguement. Je ne me souviens pas. Sophia Surrey. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que je suis là. Plus tard dans la journée, elle a suggéré une promenade en voiture. C'est un si bel après-midi. Nous pourrions aller voir ce spécialiste dont je t'ai parlé à Dijon. Quel spécialiste? Ai-je demandé, sincèrement confuse par cette nouvelle tactique. Le médecin spécialiste de la mémoire, tu te souviens? Nous en avons discuté hier. Nous n'avions discuté de rien de tel, mais j'ai hoché lentement la tête. Oh, oui, bien sûr. Alors que nous roulions vers Dijon, j'ai remarqué que nous prenions une route inconnue. Ce n'est pas le chemin du centre hospitalier, ai-je observé. Sophie aimait te pot le genou. Nous n'allons pas au centre hospitalier, Hélène. Nous allons voir un spécialiste privé, le docteur Hubert. Il est excellent pour les cas comme le tien. J'ai eu le pressentiment de l'endroit où nous dirigions vraiment. Son cabinet est loin? Pas trop loin. En Suisse, en fait. La Suisse, où vivait Marc. Ce n'était pas un rendez-vous médical. Il m'emmenait de l'autre côté de la frontière, loin de mon réseau de soutien et des protections légales que Thomas avait établies en France. Je devais agir. La main dans ma poche, j'ai appuyé sur le bouton d'alerte que Marthe m'avait donné. Puis j'ai soigneusement sorti mon téléphone. Ça ne te dérange pas si je regarde l'heure? Ai-je demandé innocemment. Je dois bientôt prendre mes pilules de l'après-midi. Sophie a jeté un coup d'œil. Utilise mon téléphone si tu veux. Le tien est si compliqué avec toutes ces applications. Non, je peux me débrouiller, ai-je insisté, ouvrant mon téléphone et activant l'application d'enregistrement d'urgence que Chloé avait installée. J'ai placé le téléphone sur mes genoux, toujours en train d'enregistrer. Sophie, ai-je dit d'un ton conversationnel, où allons-nous vraiment? Je t'ai dit, voir le docteur Hubert. Il n'y a pas de docteur Hubert, n'est-ce pas? Nous allons chez Marc. Les mains de Sophie se sont crispées sur le volant. Pourquoi dis-tu ça? Bien sûr que nous allons voir un médecin. Sophie, je sais ce que Marc et toi avez planifié.
Les médicaments drogués, les faux médecins, la tentative de me faire déclarer incompétente. Elle a ri nerveusement. C'est ridicule. Tu deviens vraiment confuse. Vraiment? Alors pourquoi ai-je une confirmation de laboratoire que les pilules que tu me donnes contiennent des sédatifs non prescrits par mon médecin? Pourquoi ai-je des enregistrements de toi et Marc discutant de la manière de prendre le contrôle de mes biens? Le visage de Sophie a pâli. Tu inventes des choses? J'ai aussi des copies des documents de procuration falsifiés que Marc a préparés, avec des notes de mon véritable avocat soulignant leurs dispositions illégales. Tu bluffes, a dit Sophie, mais l'incertitude s'était glissée dans sa voix. Tout comme tu bluffais sur les qualifications du docteur Laroche ou sur l'évaluation indépendante du docteur Moreau, ai-je insisté. J'ai tout documenté, Sophie. Et des copies sont chez mon avocat, chez Marthe Perrin et avec Chloé. Le sang-froid de Sophie a craqué. Tu te crois si maligne, toujours celle qui réussit, regardant toujours de haut le reste de la famille. As-tu la moindre idée de ce que c'est que de vivre dans ton ombre? Oncle Robert a tout laissé à ton père, et notre famille n'a rien eu. C'était il y a 60 ans, Sophie. Les effets ont duré des générations. Ton père avait le capital pour démarrer des entreprises, pour t'envoyer à l'université. Mon père a travaillé dans une station-service jusqu'au jour de sa mort. Et maintenant, tu fais la même chose, tu laisses tout à Chloé pendant que le reste de la famille n'a rien. Chloé est ma petite fille, la seule famille que j'ai élevée après la mort de ma fille, ai-je répondu calmement. Quelle prétention as-tu sur mes biens? Nous sommes de la même famille, ça devrait compter pour quelque chose. De la même famille, qui a essayé de me droguer et de voler mon entreprise, qui a prévu de me couper de Chloé et de me placer éventuellement dans un établissement contre ma volonté. Sophie devenait de plus en plus agitée. Tu as besoin de surveillance. Tu n'es pas en sécurité toute seule. Arrête-toi, Sophie. Quoi? Arrête la voiture maintenant. Je ne vais pas en Suisse avec toi. Ne sois pas ridicule. J'essaie de t'aider. Alors que nous nous disputions, des lumières clignotantes sont apparues dans le rétroviseur. Une voiture de gendarmerie nous faisait signe de nous arrêter. Sophie a juré à voix basse mais a garé la voiture sur le bas-côté. Maintenant, regarde ce que tu as fait, a-t-elle sifflé. Laisse-moi gérer ça. Alors que le gendarme s'approchait, j'ai reconnu Romain Perrin, le fils de Marthe, qui nous avait suivis à distance après avoir reçu mon signal d'alerte. Papier du véhicule et permis de conduire, s'il vous plaît, a-t-il dit professionnellement, ne donnant aucune indication qu'il me connaissait. Sophie a fouillé dans son sac à main, révélant accidentellement le coin de quelques documents juridiques. J'ai reconnu mon testament, celui que je gardais dans mon bureau. Elle avait dû le prendre pendant que j'étais dans la salle de bain. Tout va bien ici? A demandé Romain, nous regardant tour à tour. Où allez-vous, mesdames, aujourd'hui? J'emmène ma cousine à un rendez-vous médical, a dit Sophie sans heurts. Elle a des problèmes de mémoire, alors je l'aide. Romain m'a regardé. Madame, êtes-vous Hélène Dubois? Oui, ai-je répondu clairement. Et vous vous rendez à un rendez-vous médical? J'ai établi un contact visuel avec Romain et j'ai dit la phrase de code que nous avions établie. Oui, avec le docteur Chamabone. L'expression de Romain n'a pas changé, mais il a compris. Il n'y avait pas de docteur Chamabone. Voudriez-vous sortir du véhicule, madame? A-t-il demandé à Sophie. Je dois vérifier quelque chose sur votre carte grise. Alors que Sophie sortait à contre-cœur, Romain s'est positionné de manière à ce qu'elle ne puisse pas voir quand il m'a discrètement montré une petite lampe UV. J'ai légèrement hoché la tête. En fait, a-t-il dit en se tournant vers Sophie, j'ai remarqué que vous semblez avoir des documents partiellement visibles dans votre sac à main. À la lumière d'un signalement récent que nous avons reçu concernant un potentiel abus financier sur personnes âgées, je vais devoir voir ces papiers. C'est une propriété privée, a protesté Sophie. Vous n'avez pas le droit. Madame, si vous refusez, je devrais vous retenir le temps d'obtenir un mandat, qui, je vous l'assure, sera accordé rapidement étant donné la nature du signalement que nous avons reçu. Piégée, Sophie a retiré à contre-cœur mon testament de son sac. C'est juste le testament de ma cousine. Elle m'a demandé de l'apporter à son avocat pour des mises à jour. Romain a accepté le document et est retourné à sa voiture, où je savais qu'il l'examinerait sous la lumière UV. Thomas et moi avions préparé cette éventualité, marquant le vrai testament avec un message à l'encre spéciale qui n'apparaissait que sous la lumière ultraviolette. S'il est trouvé hors de ma possession, ce document a été pris sans consentement. Contactez maître Thomas Leclerc, avocat. Quand Romain est revenu, son comportement avait changé, passant d'un contrôle de routine à une affaire de police formelle. À Madame Sophie Fournier, je vous place en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour abus de faiblesse, tentative d'escroquerie et vol de documents juridiques. Vous avez le droit de garder le silence. Alors que Romain continuait de lire ses droits à Sophie, je suis restée assise tranquillement sur le siège passager, ne ressentant pas de triomphe, mais une profonde tristesse.
La famille devrait se protéger mutuellement, pas exploiter la vulnérabilité pour le gain. Lorsque des renforts sont arrivés, Romain s'est approché de moi en privé. Madame Dubois, tout va bien? Avez-vous besoin de soins médicaux? Non, je vais bien, Romain. Merci pour votre réponse rapide. Nous aurons besoin de dépositions formelles, mais cela peut attendre demain. Où souhaitez-vous aller maintenant? Je peux demander à un agent de vous ramener chez vous. J'ai réfléchi un instant. En fait, pourriez-vous m'emmener chez votre mère? Je pense que j'aurais bien besoin d'une amie en ce moment. Alors qu'on m'escortait vers un autre véhicule de gendarmerie, Sophie était placée à l'arrière de la voiture de Romain. Son visage était un masque de fureur et d'incrédulité. Ce n'est pas fini, Hélène, a-t-elle crié. Marc va se battre. Tu verras ce qui arrive quand on se retourne contre sa famille. Je me suis détournée, ne lui donnant pas la satisfaction d'une réponse. Cette bataille était gagnée, mais la guerre pour la justice ne faisait que commencer. Marthe attendait sur son porche lorsque la voiture de gendarmerie m'a déposée chez elle. Elle s'est précipitée en bas des marches, m'enveloppant dans une étreinte chaleureuse qui contrastait vivement avec les fausses accolades de Sophie. Hélène, Dieu merci, tu es en sécurité, a-t-elle murmuré. Romain a appelé en avance. Entre, Chloé est en route depuis Lyon. Alors que nous nous installions dans le salon de Marthe avec des tasses de thé, je me suis enfin permis de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé et de ce qui avait failli se passer. Mes mains tremblaient légèrement. La première véritable manifestation de faiblesse que je m'étais autorisée depuis des mois. Ils allaient tout prendre, ai-je dit doucement. Pas seulement mon argent, mais ma liberté, mon lien avec Chloé, ma dignité. Marthe s'est penchée et a serré ma main. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce que tu es la femme la plus forte et la plus intelligente que je connaisse. J'ai réussi un petit sourire. Les échecs ont toujours été mon jeu. Anticiper les coups de l'adversaire avant qu'il ne les joue. Échec et mat, a dit Marthe, levant sa tasse de thé en un toast. Oui, ai-je pensé, échec et mat en effet. Mais comme tout bon joueur d'échecs le sait, gagner une partie ne met pas fin au tournoi. Marc était toujours là, et ce n'était que le gambit d'ouverture de ce qui promettait d'être une partie complexe. Quand Chloé est arrivée 2 heures plus tard, faisant irruption par la porte de Marthe, des larmes coulant sur son visage, j'ai su que quoi qu'il arrive ensuite, je ne l'affronterais pas seule. Et à ce moment-là, entourée d'une vraie famille, celle définie par l'amour plutôt que par le sang, je me suis sentie plus riche que n'importe quel héritage n'aurait jamais pu me rendre. Lorsque Chloé a franchi la porte de Marthe ce soir-là, le visage strié de larmes, tout le poids de ce qui avait failli arriver m'a frappé de plein fouet. Elle m'a jeté les bras autour du cou avec une telle force que nous avons failli basculer en arrière dans le fauteuil. Mamie, a-t-elle sangloté sur mon épaule, j'ai eu si peur. J'ai caressé ses cheveux, les mêmes ondulations châtaines que sa mère avait, et j'ai senti mon propre sang-froid commencer à se fissurer. Pendant des mois, j'avais été la maîtresse du jeu d'échecs, calculant les coups et les contre-coups, sans jamais me permettre de traiter pleinement la trahison. Je vais bien, l'ai-je assuré, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Grâce à notre planification. Chloé s'est reculée, essuyant ses yeux, et s'est transformée instantanément de petite fille effrayée en protectrice féroce. La détermination dans son expression me rappelait tellement ma défunte fille que ça m'a coupé le souffle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé, regardant entre Marthe et moi. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Marthe a tendu une tasse de thé à Chloé. Romain a emmené Sophie au poste pour la procédure. Ils la libéreront probablement sous caution, mais elle fera face à de graves accusations. Tentative d'escroquerie, abus de faiblesse, possession non autorisée de documents juridiques. Et Marc a exigé Chloé. Il était derrière tout ça, lui aussi. Nous avons les enregistrements, lui ai-je rappelé. Et Sophie pourrait être prête à l'impliquer pour se sauver elle-même. L'expression de Chloé s'est assombrie. Je n'aurais jamais dû te laisser seule avec elle. Je savais que quelque chose clochait. Tu as fait exactement ce que j'avais besoin que tu fasses, l'ai-je assuré. Si tu étais rentré plus tôt, ils auraient accéléré leur plan. Nous avions besoin de preuves. Le lendemain matin, maître Thomas Leclerc est arrivé chez Marthe avec un épais dossier de documents juridiques. Bien qu'il soit prétendument à moitié à la retraite, il semblait revigoré par l'affaire, ses yeux vifs derrière des lunettes à monture métallique. Sophie a été libérée sous caution hier soir, nous a-t-il informé. Mais il lui a été ordonné de rester à au moins 150 mètres de vous et de votre propriété. J'ai également déposé une demande d'ordonnance de protection plus complète. Les charges tiendront-elles? A demandé Marthe, exprimant ce que nous nous demandions toutes. Thomas a étalé plusieurs documents sur la table basse. Les preuves sont substantielles. L'altération des médicaments seuls est une infraction grave. Ajoutez les documents de procuration falsifiés, les enregistrements de leur conversation et la tentative de Sophie de transporter Hélène de l'autre côté de la frontière contre sa volonté. Il a levé les yeux avec une satisfaction sombre. Oui, les charges tiendront. Et Marc,
a insisté Chloé. C'est un avocat. Il saura comment se tirer d'affaire. Être avocat pourrait en fait aggraver sa situation, a répondu Thomas. Le barreau voit d'un très mauvais œil les avocats qui utilisent leurs connaissances pour exploiter des personnes vulnérables. J'ai déjà déposé une plainte auprès du comité d'éthique. Je me suis penché en avant, examinant les papiers. Et mes biens, mon entreprise. Sécurisée, m'a assuré Thomas. J'ai notifié toutes les institutions financières pertinentes et le conseil d'administration de votre entreprise de la situation. Personne ne pourra accéder ou transférer quoi que ce soit sans plusieurs vérifications. Alors que nous discutions des prochaines étapes, Romain Perrin a appelé avec une mise à jour. Sophie avait été formellement inculpée, et les enquêteurs avaient saisi des ordinateurs et des documents au domicile et au bureau de Marc. Plus inquiétant, ils avaient trouvé des notes sur un établissement de soins en Suisse. Des preuves qui étayaient mes soupçons sur leur destination finale ce jour-là. Une dernière chose, a ajouté Romain. Sophie demande à vous parler, Hélène. Elle dit qu'elle veut s'expliquer. Je n'étais pas surprise. Sophie avait toujours été douée pour la manipulation, se présentant comme une incomprise lorsqu'elle était acculée. Pas encore, ai-je décidé. Laissons-la méditer sur les conséquences pendant un certain temps. Après l'appel, Chloé a insisté pour retourner chez moi récupérer des vêtements et des effets personnels. Tu ne devrais pas rester là-bas seule tant que nous ne sommes pas sûrs que c'est en sécurité, a-t-elle argumenté. Tu peux revenir à Lyon avec moi ou rester avec Marthe. Je ne quitte pas ma maison, ai-je dit fermement. Sophie et Marc ne vont pas me chasser de la maison que j'ai partagée avec ton grand-père. Marthe et Chloé ont échangé des regards inquiets. Alors je réemménage jusqu'à ce que ce soit résolu, a déclaré Chloé. Je peux suivre les cours à distance pour le reste du semestre. Absolument pas, ai-je répliqué. Tu n'interromps pas tes études. Je n'ai pas créé ce fonds d'études pour que tu abandonnes la faculté de médecine à cause des manigances de Sophie. Finalement, nous avons trouvé un compromis. Chloé retournerait à Lyon, mais la fille de Marthe, Isabelle, resterait temporairement dans ma chambre d'amis. En tant qu'infirmière à la retraite, Isabelle était à la fois une bonne compagnie et capable de gérer tout problème médical, les légitimes, pas les inventions de Sophie. Quand nous sommes arrivés chez moi, j'ai été frappée par le sentiment de violation des lieux. La présence de Sophie persistait. Une tasse de café dans l'évier, ses lunettes de lecture sur la table d'appoint, un gilet drapé sur une chaise. Chloé a traversé les pièces comme une tempête, rassemblant ses objets et les fourrant dans un sac pour l'épreuve. Elle a réarrangé tes médicaments, a appelé Chloé depuis la salle de bain, sa voix tendue de colère. Et regarde, elle a installé une caméra espion déguisée en désodorisant. Elle t'espionnait. Je n'étais pas surprise. Les caméras que j'avais installées étaient bien cachées, mais j'avais soupçonné que Sophie pourrait avoir sa propre surveillance. Mets-le dans un sac pour Romain, ai-je instruit calmement. Tout est une preuve maintenant. Ce soir-là, après que Chloé soit retournée à Contrecœur à Lyon avec la promesse d'appeler 2 fois par jour, Isabelle m'a aidé à me réapproprier mon espace. Nous avons changé les draps dans lesquels Sophie avait dormi, réarrangé les meubles selon mes préférences et inspecté minutieusement la maison à la recherche de tout autre dispositif de surveillance. On dirait un exorcisme, a commenté Isabelle pendant que nous travaillions. D'une certaine manière, c'est le cas, ai-je convenu. Retirer toute trace d'une présence malveillante. 3 jours plus tard, alors que la vie commençait à reprendre un semblant de normalité, la première bombe juridique est tombée. Marc avait déposé une requête d'urgence pour une mise sous tutelle, affirmant que je souffrais d'une démence à progression rapide et que j'étais manipulée par Chloé et Marthe. C'est absurde, m'a assuré Thomas au téléphone. Nous avons une documentation médicale approfondie de votre compétence. C'est une manœuvre désespérée. Mais nous devons quand même la combattre, ai-je noté, reconnaissant la stratégie. Même sans fondement, la requête m'obligerait à défendre ma capacité mentale devant un tribunal, un processus humiliant et stressant. C'est exact, a reconnu Thomas. Et ils le savent. Ils espèrent que le stress affectera votre santé ou que vous accepterez un règlement pour éviter l'attention du public. Ils ne me connaissent pas très bien, alors, ai-je dit, de l'acier entrant dans ma voix. Je n'ai pas bâti une entreprise de construction en reculant devant les tyrans. Le lendemain a apporté un autre développement fâcheux. Des journalistes du journal local avaient eu vent de l'affaire. Hélène Dubois, femme d'affaires de premier plan, dans une affaire d'abus sur personnes âgées, titrait le journal. L'article était factuellement correct mais sensationnaliste, mettant l'accent sur l'angle choquant de la trahison familiale. Mon téléphone a commencé à sonner sans cesse, anciens associés, parents éloignés, voisins inquiets. J'ai laissé la plupart des appels aller sur la messagerie vocale, mais j'ai répondu lorsque le président du conseil d'administration de mon entreprise a appelé. Hélène, le conseil est derrière vous à 100%, m'a-t-il assuré. Mais nous devrions discuter de la gestion des dégâts. Certains clients sont préoccupés. Organisez une réunion du conseil pour demain, ai-je ordonné.
Je m'adresserai à tout le monde directement. Quand je suis arrivé au siège de l'entreprise le lendemain matin, la première fois que j'y mettais les pieds depuis des semaines, j'ai été frappé par les expressions des employés. Certains semblaient incertains, d'autres sympathiques, quelques-uns ouvertement solidaires. Mon assistante, Clara, s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, murmurant « Vous nous avez tellement manqué ». Dans la salle du conseil, j'ai fait face aux 12 administrateurs. La plupart avaient travaillé avec moi pendant des années, mais les préoccupations commerciales pouvaient parfois l'emporter sur la loyauté personnelle. Je comprends que vous ayez des questions. Ai-je commencé? La situation avec ma cousine est devenue publique d'une manière qu'aucun de nous n'aurait souhaité. Mais je veux être absolument clair, je suis mentalement et physiquement capable de continuer mes fonctions d'actionnaire majoritaire et de présidente d'honneur de cette entreprise. J'ai exposé les faits succinctement, le complot de Sophie et Marc, les preuves que nous avions recueillies, les procédures judiciaires en cours. Quand j'ai eu fini, la salle est restée silencieuse un instant. Puis Grégoire Martin, notre membre du conseil le plus conservateur, a pris la parole. Hélène, nous nous connaissons depuis 30 ans. Pas une seule fois pendant cette période je ne vous ai vu prendre une décision qui n'était pas mûrement réfléchie et finalement bénéfique pour cette entreprise. Si vous dites que vous êtes ciblé, je vous crois sans réserve. Son soutien a ouvert les vannes. Un par un, les administrateurs ont exprimé leur confiance et leur indignation en mon nom. À la fin de la réunion, nous avions non seulement réaffirmé ma position, mais aussi établi un plan de secours pour les opérations de l'entreprise si la bataille juridique exigeait plus de mon attention. En quittant le bâtiment, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Mon entreprise, l'héritage que j'avais bâti avec Richard et que j'espérais un jour transmettre à Chloé, était en sécurité. Ce sentiment de sécurité fut de courte durée. Le lendemain matin, Isabelle a reçu un appel qui nous a toutes les deux secouées. « Hélène » a-t-elle dit, le visage pâle en raccrochant. C'était maman. Sophie s'est présentée chez elle il y a 1 heure, exigeant de te parler. Quand maman a refusé, Sophie a menacé de révéler ton historique d'instabilité mentale à la presse. Mon estomac s'est noué. Il n'y avait pas d'historique de ce genre. Mais Sophie savait que la boue, une fois lancée, laisse des taches même après avoir été essuyée. Marthe a appelé les gendarmes, mais Sophie est partie avant leur arrivée, a poursuivi Isabelle. Maman pense qu'elle avait bu. J'ai immédiatement appelé Thomas, qui a promis d'informer les autorités de la violation de l'ordonnance de protection. Puis j'ai appelé Chloé, sachant qu'elle l'apprendrait tôt ou tard et ne voulant pas qu'elle s'inquiète inutilement. C'en est assez, a déclaré Chloé après que je lui ai expliqué la situation. Je rentre ce week-end, et je reste jusqu'à ce que ce soit résolu. Cette fois, je n'ai pas discuté. L'escalade de Sophie suggérait qu'elle devenait plus désespérée et imprévisible. 2 jours plus tard, Chloé est arrivée avec une expression déterminée et 3 grosses valises. Je me suis arrangée avec mes professeurs, a-t-elle annoncé. Je peux suivre la plupart des cours à distance, et je ferai l'aller-retour pour les travaux pratiques 2 fois par semaine. En défaisant ses valises, j'ai remarqué qu'elle avait apporté des manuels de médecine, son ordinateur portable, et plus révélateur encore, la photo encadrée de ses parents qui trônait habituellement sur son bureau de chambre d'étudiant. Elle s'installait pour le long terme. Avoir Chloé à la maison apportait à la fois confort et inquiétude. Sa présence était un baume, mais je m'inquiétais de l'impact sur ses études. Quand je lui en ai fait part, elle m'a fixé avec le même regard têtu que sa mère me lançait autrefois. « Mamie, tu m'as élevée après la mort de maman et papa. Tu as mis ta vie entre parenthèses pour me donner stabilité et amour. Maintenant, c'est à mon tour d'être là pour toi. » D'ailleurs, a-t-elle ajouté avec une lueur dans les yeux, c'est essentiellement un stage pratique en gériatrie et en éthique médicale. Ce soir-là, alors que nous étions assises dans le salon à examiner des documents juridiques que Thomas avait envoyés, la sonnette a retenti. Chloé s'est tendue, immédiatement protectrice. « Je vais voir », a dit Isabelle, regardant par le Judas avant d'ouvrir la porte. « C'est Romain. » Romain Perrin est entré, encore dans son uniforme de gendarme, son expression grave. « Bonsoir, Madame Dubois. »« Chloé. Désolé de vous déranger, mais nous avons un nouveau développement. » Il a expliqué que Sophie avait été de nouveau arrêtée, cette fois pour avoir violé l'ordonnance de protection et proféré des menaces. Pendant sa garde à vue, ils avaient découvert des SMS entre elle et Marc discutant de plans pour me discréditer publiquement. Il prévoit de contacter d'anciens employés, des rivaux en affaires, quiconque pourrait avoir une dent contre vous, a expliqué Romain. Ils cherchent des histoires qu'ils peuvent déformer pour soutenir leur récit sur votre état mental. Le visage de Chloé est devenu rouge de colère. C'est de la diffamation. Ça les enfonce aussi davantage sur le plan juridique, a noté Romain. Chaque SMS est une preuve supplémentaire d'une campagne coordonnée. Après le départ de Romain, qui a promis des patrouilles accrues près de la maison, Chloé a arpenté le salon comme un tigre en cage. On ne peut pas juste attendre leur prochaine attaque, a-t-elle fulminé.
Nous devons être proactifs. Elle avait raison. Jouer en défense avait donné à Sophie et Marc trop de contrôle sur le récit. Il était temps de changer de stratégie. Le lendemain matin, j'ai contacté Diane Mercier, une journaliste respectée qui avait couvert la croissance de mon entreprise des années auparavant. Contrairement aux reporters qui dramatisaient actuellement l'affaire, Diane était connue pour ses recherches approfondies et ses reportages équilibrés. J'aimerais raconter ma version de l'histoire, lui ai-je dit, avec des documents pour étayer chaque affirmation. Diane a accepté immédiatement. 2 jours plus tard, son article paraissait dans l'édition du dimanche du plus grand journal de la région. Le titre était simple mais puissant. Hélène Dubois s'exprime. La vérité sur les allégations d'abus sur personnes âgées. L'article démantelait méthodiquement les affirmations de Sophie et Marc, étayées par des déclarations de mes médecins, de mes associés et de personnalités locales qui me connaissaient depuis des décennies. Il incluait des extraits soigneusement sélectionnés des enregistrements de nos conversations avec Sophie et Marc, et des commentaires d'experts sur le problème croissant de l'abus financier des aînés à l'échelle nationale. La réponse a été immédiate et massive. Mon téléphone a sonné constamment avec des messages de soutien. Le bureau du procureur de la République a appelé pour confirmer qu'ils étendaient l'enquête pour inclure Marc comme co-conspirateur. Même l'établissement de soins en Suisse a publié une déclaration clarifiant qu'il n'avait aucun dossier d'admission légitime pour moi et qu'il coopérait avec les autorités. Le plan de Sophie et Marc s'effondrait publiquement, mais je savais qu'il ne fallait pas sous-estimer des adversaires désespérés. L'audience pour la tutelle était toujours prévue, et ils allaient tout mettre en œuvre pour me présenter comme incompétente. Thomas a pris des dispositions pour que je subisse une évaluation cognitive complète avec une spécialiste en gériatrie indépendante, le Dr Élise Théron. Son évaluation a été sans équivoque. Madame Dubois démontre une fonction cognitive supérieure à la moyenne pour son groupe d'âge, sans aucun signe de déficience dans la capacité de prise de décision ou le jugement. Armés du rapport du Dr Théron et de nos preuves substantielles, nous nous sommes préparés pour l'audience la veille au soir. Chloé m'a trouvé dans l'ancien bureau de Richard, en train de regarder notre album de mariage. « Tu n'arrives pas à dormir » a-t-elle demandé doucement, s'asseyant à côté de moi sur le canapé en cuir. « Je puise juste de la force dans les bons souvenirs » ai-je répondu, tournant une page pour révéler Richard dans son uniforme de l'armée de l'air. Jeune et beau, me regardant avec une adoration non dissimulée. « Papy serait fier de la façon dont tu as géré tout ça » a dit Chloé, appuyant sa tête contre mon épaule. Il m'a appris à tenir bon, ai-je murmuré. Quand nous avons démarré l'entreprise, des concurrents ont essayé de nous intimider parce que j'étais une femme. Richard disait toujours, « Montre-leur ton acier, Hélène. » Chloé a souri. « Tu as définitivement montré ton acier. » L'audience pour la tutelle était fixée à 9 heures au tribunal de grande instance. Thomas m'avait conseillé de m'habiller de manière conservatrice, mais pas trop formelle. Nous voulons que vous ayez l'air de vous-même, pas comme si vous essayiez trop d'impressionner. J'ai choisi un tailleur bleu marine que je portais souvent aux réunions du conseil, avec un simple collier de perles que Richard m'avait offert pour notre 25e anniversaire. Chloé portait une robe professionnelle qui la faisait paraître plus âgée que ses 19 ans, l'image parfaite du futur médecin. Alors que nous montions les marches du palais de justice, flanqués de Thomas et de Marthe, les journalistes nous lançaient des questions. J'ai gardé les yeux droits, le dos droit, l'expression composée, ne montrant aucune faiblesse qu'il pourrait exploiter. À l'intérieur, la salle d'audience était plus bondée que je ne l'avais prévu. En plus du personnel judiciaire habituel, plusieurs défenseurs des droits des personnes âgées étaient venus observer les débats. J'ai reconnu quelques visages de mon travail associatif au fil des ans. Puis Sophie et Marc sont entrés avec leur avocat, un homme à l'allure lisse avec un costume cher et un sourire étudié. Sophie a évité mon regard, mais Marc m'a regardé droit dans les yeux, son expression un mélange de calcul et de ressentiment qui me rappelait puissamment son grand-père lors de notre premier conflit foncier familial des décennies auparavant. La juge, une femme plus âgée nommée Patricia Rousseau, est entrée et a ouvert la séance. Les débats ont commencé avec l'avocat de Marc présentant leur requête, peignant le portrait d'une femme autrefois capable mais maintenant en déclin rapide, influencée par des amis opportunistes et une petite fille trop jeune pour comprendre les complexités des soins aux personnes âgées. Quand il m'a décrite comme confuse et paranoïaque, j'ai maintenu mon expression composée, bien que mes mains se soient légèrement crispées sur mon sac à main. Chloé, moins habituée à cacher ses émotions, s'est visiblement hérissée à côté de moi. Puis ce fut le tour de Thomas. Avec une précision méthodique, il a présenté nos preuves, les résultats de mon évaluation cognitive récente, la documentation sur l'altération de mes médicaments par Sophie, les enregistrements de ses conversations avec Marc, les déclarations de mes médecins et de mes associés, et les rapports de gendarmerie détaillant la violation par Sophie de l'ordonnance de protection. Votre honneur, a conclu Thomas, cette requête ne concerne pas le bien-être de Madame Dubois. C'est une tentative transparente de prendre le contrôle de ses biens considérables en fabriquant une crise qui n'existe pas. Madame Dubois est non seulement compétente,
mais a fait preuve d'une clarté et d'une prévoyance remarquables pour se protéger de l'exploitation. La juge Rousseau s'est tournée vers l'avocat de Sophie et Marc. Maître, les preuves présentées suggèrent fortement que vos clients se sont livrés à un comportement potentiellement criminel envers Madame Dubois. Souhaitez-vous répondre? L'avocat s'est brièvement entretenu avec ses clients avant de se lever. Votre honneur, mes clients ont agi par réelle préoccupation pour leurs parentes. Si leur méthode était excessive ou mal interprétée, elle découlait néanmoins d'un sens du devoir familial. L'expression de la juge Rousseau a clairement montré qu'elle n'avalait pas cette explication. J.I. Suis prête à statuer sur cette requête, a-t-elle annoncé. Mais d'abord, j'aimerais entendre directement Madame Dubois. Tous les yeux se sont tournés vers moi alors que je m'approchais de la barre des témoins. Après avoir prêté serment, j'ai fait face à la juge. Madame Dubois, a-t-elle commencé, avec vos propres mots, veuillez parler à la cour de votre situation de vie actuelle et de votre état de santé. J'ai parlé clairement et avec confiance, décrivant ma vie quotidienne, mes conditions médicales qui étaient correctement gérées, et le système de soutien que j'avais en place. J'ai expliqué le plan de succession de mon entreprise, mes dispositions financières pour l'éducation de Chloé, et mon engagement communautaire continu. Et quelle est votre compréhension de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, a demandé la juge Rousseau. Nous sommes ici parce que ma cousine Sophie et son fils Marc ont tenté de prendre le contrôle de mes biens en me manipulant, en me droguant et en essayant de me faire déclarer incompétente, ai-je répondu d'un ton égal. Quand cela a échoué, ils ont eu recours à cette demande de tutelle comme une autre voie vers le même objectif. C'est un mensonge, s'est soudainement écriée Sophie en se levant de son siège. Nous essayons de t'aider. Tu as toujours été égoïste, Hélène. Toujours à te croire meilleure que le reste de la famille. Madame Fournier, maîtrisez-vous ou vous serez expulsée, a averti sèchement la juge Rousseau. Sophie s'est tue, mais le mal était fait. Son éclat avait révélé plus sur ses motivations que n'importe quel témoignage n'aurait pu le faire. Après un bref contre-interrogatoire pour lequel Thomas m'avait minutieusement préparé, je suis retournée à mon siège. Chloé m'a serré la main, son expression fière. La juge Rousseau n'a pas délibéré longtemps. Je ne trouve aucune preuve, quelle qu'elle soit, pour soutenir cette demande de tutelle, a-t-elle déclaré. Au contraire, Madame Dubois a fait preuve d'une compétence évidente et a pris les mesures appropriées pour gérer sa santé et ses affaires. Cette requête est rejetée. Elle a fait une pause, regardant directement Sophie et Marc. De plus, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la République pour une enquête plus approfondie sur d'éventuelles charges de tentative d'exploitation d'une personne âgée. Ce tribunal transmettra également toutes les preuves au barreau concernant l'implication de Maître Fournier. Un soulagement m'a envahi, mais la victoire semblait creuse alors que je regardais le visage de Sophie s'effondrer. Malgré tout, elle était toujours de la famille, et la voir détruite ne m'apportait aucune joie. En quittant la salle d'audience, les journalistes nous ont assaillis. Thomas a répondu à la plupart des questions, mais un journaliste m'a interpellé directement. Madame Dubois, pensez-vous que justice a été rendue? J'ai fait une pause, réfléchissant. La justice ne consiste pas en une punition, ai-je finalement répondu. Elle consiste en une protection. Protéger les vulnérables, protéger la vérité. Aujourd'hui, le tribunal a protégé les deux. De retour à la maison, entourée de Chloé, Marthe, Isabelle et Thomas, j'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, une profonde lassitude s'est installée en moi. L'audience avait été gagnée, mais les dommages aux relations familiales étaient irréparables. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Chloé alors que nous nous réunissions dans le salon. Sophie et Marc feront probablement face à des poursuites pénales, a expliqué Thomas. Les preuves sont substantielles, en particulier concernant l'altération des médicaments et la tentative de transport de l'autre côté de la frontière. Je ne suis pas sûre de vouloir engager des poursuites pénales contre Sophie, ai-je dit doucement. Tout le monde m'a regardé avec surprise. Mamie, après tout ce qu'elle a fait, a protesté Chloé. La justice ne signifie pas toujours punition, ai-je répété mes mots de tout à l'heure. Ce que Sophie a fait était mal, mais envoyer ma cousine en prison ne guérira pas les blessures de notre famille. Que suggérez-vous? A demandé Thomas avec précaution. Je ne dis pas qu'il ne devrait pas y avoir de conséquences, ai-je clarifié. Mais peut-être y a-t-il une voie médiane, une qui me protège tout en offrant à Sophie une chance de comprendre le mal qu'elle a causé. La semaine suivante, Thomas a travaillé avec le procureur de la République pour explorer des alternatives. Finalement, une résolution potentielle a émergé. Sophie pourrait entrer dans un programme de médiation pénale qui inclurait une thérapie obligatoire, des travaux d'intérêt général auprès d'organisations de soins aux personnes âgées et une surveillance stricte. En échange, les charges les plus graves seraient mises en suspens pour être abandonnées si elle terminait le programme avec succès. La situation de Marc était différente. En tant qu'avocat ayant abusé de ses connaissances professionnelles, il faisait face non seulement à des poursuites pénales, mais aussi à la radiation du barreau.
Aucune intervention de ma part ne pouvait ou ne devait le protéger des conséquences professionnelles de ses actes. Quand j'ai informé Chloé de ma décision de soutenir le programme de médiation pour Sophie, elle a d'abord été réticente. Elle a essayé de te droguer, mamie. Elle voulait t'enfermer et prendre tout ce pour quoi tu as travaillé. Comment peux-tu même envisager de lui donner une seconde chance? J'ai pris la main de Chloé. Quand ta mère et ton père sont morts, le chagrin a failli me détruire. Mais j'ai dû trouver un moyen d'avancer, pour toi. Parfois, la guérison exige de renoncer au droit à la vengeance. L'expression de Chloé s'est légèrement adoucie. Je ne pense pas que je pourrais être aussi indulgente. Ce n'est pas exactement du pardon, ai-je clarifié. C'est la reconnaissance que les actions de Sophie venaient d'un ressentiment profond qui a commencé bien avant que l'une de nous deux ne soit née. Briser ce cycle compte plus pour moi que la punition. 2 jours plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue de Sophie. L'écriture était tremblante, le papier taché de larmes par endroits. Hélène, commençait-elle, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Ce que j'ai fait est impardonnable. L'amertume que j'ai portée toutes ces années m'a empoisonnée, et j'ai failli te détruire à cause d'elle. Le programme de médiation que tu as soutenu est plus de miséricorde que je n'en mérite. Elle a poursuivi en expliquant qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle confrontait le traumatisme générationnel que nos familles avaient perpétué. Marc ne me parle plus maintenant, a-t-elle écrit. Il me reproche l'effondrement de sa carrière, bien que ce soit son idée de s'en prendre à tes biens de manière si agressive. Je perds mon fils de la même manière que nos familles se sont perdues il y a des décennies. La lettre se terminait par une demande. Je ne demande pas à faire de nouveau partie de ta vie, mais j'espère un jour avoir l'occasion de m'excuser auprès de toi en personne, et auprès de Chloé, qui n'a été que loyale envers toi. J'ai plié la lettre pensivement et l'ai placée dans le tiroir de mon bureau. Ce n'était pas encore le moment pour une telle rencontre. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être restaurée avec une seule excuse, aussi sincère soit-elle. Mais en regardant par la fenêtre de mon bureau Chloé qui s'occupait du jardin que son grand-père avait planté, le jardin que j'avais entretenu pendant mon veuvage et que je partageais maintenant avec ma petite fille, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas du pardon, pas encore, mais peut-être le premier. Pas timide vers la guérison pour nous toutes. Les batailles juridiques n'étaient pas terminées. Marc se battait contre les accusations et la plainte au barreau avec une intensité désespérée. La demande de tutelle avait peut-être été rejetée, mais la guerre plus large pour la justice continuait. Pourtant, pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Sophie, je sentais les pièces de l'échiquier se déplacer vers une fin de partie qui pourrait finalement apporter la paix au lieu de simplement la victoire. Ce soir-là, alors que Chloé et moi préparions le dîner ensemble, elle a levé les yeux en coupant des légumes. « Tu sais quoi, mamie? Je pense que je veux me spécialiser en gériatrie et en droit des personnes âgées après tout ça. Il doit y avoir tellement d'autres personnes âgées qui font face à ce que tu as vécu, mais sans tes ressources ou ton système de soutien. » J'ai souri, ressentant une vague de fierté. Ta mère serait si fière de la femme que tu deviens. Elle serait fière de toi aussi, a répondu Chloé. Tenir tête à Sophie et Marc a montré plus de force qu'ils ne le comprendront jamais. Alors que nous nous asseyons pour manger, j'ai réalisé que, bien que Sophie et Marc aient tenté de tout me prendre, ils m'avaient par inadvertance donné quelque chose de précieux à la place, un lien plus profond avec Chloé, une appréciation renouvelée pour de vrais amis comme Marthe, et un rappel puissant que la valeur de ma vie ne se mesurait pas en biens, mais dans les relations que j'avais bâties et entretenues. La bataille silencieuse pour ma dignité avait été épuisante. Mais en la menant, j'avais découvert des réserves de force que je ne savais pas que je possédais encore. Quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit les manœuvres juridiques continues de Marc ou les pas timides de Sophie vers la rédemption, je l'affronterai avec la même résilience qui m'avait porté à travers la construction d'une entreprise, l'éducation d'une petite fille, et maintenant la protection de la vie que j'avais travaillé si dur à créer. 3 mois après la victoire au tribunal, la vie avait repris un nouveau rythme. Chloé avait réussi à concilier ses études à distance avec son rôle d'ange gardien non officiel, et la procédure pénale contre Marc avançait à grands pas. Sophie, quant à elle, était à 6 semaines de son programme de médiation, envoyant des mises à jour hebdomadaires par l'intermédiaire de son thérapeute comme l'exigeait le tribunal. J'étais dans mon jardin par un matin de printemps frais, en train de tailler les rosiers que Richard avait plantés des décennies auparavant, lorsque mon téléphone a sonné. C'était maître Thomas Leclerc. « Hélène, je viens de recevoir des informations préoccupantes », a-t-il dit sans préambule. Marc a engagé un nouvel avocat, Julien Mercier, de Paris. Il est spécialisé dans les crimes financiers complexes et a la réputation d'utiliser des tactiques agressives. J'ai soupiré, posant mon sécateur. Qu'est-ce que cela signifie pour notre affaire? Cela signifie que Marc intensifie le conflit au lieu d'accepter l'inévitable. Mercier a déposé des requêtes pour faire annuler les enregistrements, affirmant qu'ils ont été obtenus sans consentement approprié. Mais en France, le consentement d'une seule partie est suffisant, ai-je noté. Tant que je faisais partie de la conversation et que je consentais à l'enregistrement,
C'est légal. Correct. Mais ils prétendent que vous n'étiez pas mentalement compétente pour donner votre consentement à l'époque, en raison des médicaments que Sophie vous donnait. L'ironie était saisissante. Donc, ils soutiennent que le fait que Sophie me droguait, ce que nous utilisons comme preuve contre eux, invalide en fait nos preuves. Essentiellement, oui. Thomas semblait fatigué. C'est une manœuvre désespérée, mais Mercier est connu pour embourber les affaires dans des nœuds d'eux. Procédure. Nous devons nous préparer à une bataille juridique plus longue que prévu. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le banc du jardin, momentanément dépassée. Le chemin vers la justice s'avérait plus ardu que je ne l'avais prévu. La détermination de Marc à éviter les conséquences me rappelait encore une fois son grand-père, un homme qui avait passé des décennies à se battre avec mon père pour des limites de propriété plutôt que d'accepter la décision initiale du tribunal. Ce soir-là, j'ai partagé la nouvelle avec Chloé pendant le dîner. Sa réaction a été, comme on pouvait s'y attendre, féroce. « C'est incroyable !» s'est-elle exclamée, posant sa fourchette avec plus de force que nécessaire. Après tout ce qu'ils ont fait, il essaie toujours de se défiler. Ce n'est pas surprenant, ai-je répondu. Marc a toujours cru que les règles s'appliquaient à tout le monde sauf à lui. Même enfant, c'était lui qui blâmait les autres quand il se faisait prendre. L'expression de Chloé est passée de la colère à l'inquiétude. Es-tu inquiète pour l'affaire? Pas pour l'issue, l'ai-je assuré. Les preuves sont substantielles, même sans les enregistrements. Mais je suis préoccupée par le tribut qu'une longue bataille juridique pourrait nous coûter à toutes. Chloé a tendu la main sur la table pour serrer la mienne. Nous traverserons ça ensemble, comme tout le reste. Le lendemain a apporté un autre développement inattendu. Marthe a appelé pour m'informer que Sophie avait été hospitalisée suite à ce qui semblait être une dépression nerveuse lors d'une séance de thérapie. Isabelle est de service à l'hôpital, a expliqué Marthe. Elle dit que Sophie est devenue hystérique pendant la thérapie de groupe, avouant tout, puis s'est effondrée. Ils l'ont mise sous sédatif maintenant, mais les médecins s'inquiètent de son état mental. Un mélange complexe d'émotions m'a envahi, inquiétude, justification et une tristesse persistante pour la cousine qui avait été autrefois une compagne de jeu d'enfance avant que les ressentiments familiaux n'empoisonnent notre relation. Devrions-nous faire quelque chose? Ai-je demandé, incertaine de la réponse appropriée. Marthe a hésité. Isabelle a mentionné que Sophie demandait après toi. Pas de manière cohérente, mais ton nom revient sans cesse. Elle veut me voir. L'idée était troublante. Je n'avais pas parlé directement à Sophie depuis le jour de son arrestation. Tu n'es absolument pas obligée, a dit rapidement Marthe. Après ce qu'elle t'a fait subir, personne ne s'attendrait à ce que tu lui rendes visite. Laisse-moi y réfléchir, ai-je répondu. Cet après-midi-là, je me suis assise dans le bureau de Richard, entourée de photographies de notre vie commune. Mon défunt mari était un homme pratique qui croyait qu'il fallait affronter les problèmes de front. Fuir un conflit ne fait que lui donner du pouvoir sur toi, Hélène, disait-il. Après une heure de réflexion, j'ai appelé Thomas pour m'assurer qu'une visite ne compromettrait pas la procédure judiciaire, puis j'ai demandé à Marthe de me conduire à l'hôpital le lendemain matin. Quand j'ai annoncé ma décision à Chloé, elle s'y est opposée avec véhémence. Mais non. Ça pourrait être une autre manipulation. Ou et si elle devenait violente? Elle a essayé de te droguer et de te voler tout ce que tu as. Je n'y vais pas seule, l'ai-je assuré. Marthe sera avec moi et Isabelle est de service. De plus, Sophie est sous surveillance médicale. L'expression de Chloé est restée mutine. Alors je viens aussi. Je pense que ce serait trop conflictuel, ai-je dit doucement. Sophie ne t'a pas vu depuis que tout cela a commencé. Ta présence pourrait envenimer la situation. Après de longues discussions, Chloé a accepté à contre-cœur de rester à la maison, mais seulement après que j'ai promis de garder mon téléphone allumé et d'appeler immédiatement si quelque chose semblait anormal. Le lendemain matin, Marthe est venue me chercher ponctuellement à 10 heures. Elle avait l'air aussi appréhensive que moi. « Tu es sûre de ça ?» a-t-elle demandé alors que nous quittions mon allée. « Non, ai-je admis, mais je dois le faire quand même. » Le centre hospitalier universitaire de Dijon était un vaste complexe de bâtiments modernes où j'avais passé beaucoup de temps pendant la dernière maladie de Richard. L'aile psychiatrique se trouvait dans le nouveau bâtiment et, avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin thérapeutique. Isabelle nous a accueillis à la réception, sa blouse d'infirmière contrastant avec son expression inquiète. « Sophie est plus lucide aujourd'hui », a-t-elle rapporté. Le médecin dit qu'une brève interaction pourrait en fait être bénéfique pour son traitement. Mais ils ont limité la visite à 15 minutes et un membre du personnel sera présent en permanence. Elle nous a conduites à travers des portes sécurisées jusqu'à une petite salle de visite avec des fauteuils confortables et des murs d'un bleu apaisant. « Je vais l'amener », a dit Isabelle. « Souviens-toi, tu peux mettre fin à la visite à tout moment. » Quand Sophie est entrée quelques minutes plus tard, je l'ai à peine reconnue. La cousine qui avait toujours été fière de son apparence était maintenant débraillée, ses cheveux plats, sa blouse d'hôpital flottant sur une silhouette qui avait considérablement maigri.
Mais le changement le plus frappant était dans ses yeux, la netteté calculatrice avait été remplacée par une vulnérabilité hantée. Elle s'est arrêtée brusquement en me voyant, ses mains s'agitant nerveusement sur ses côtés. « Hélène, tu es vraiment venue. »« Bonjour, Sophie, » ai-je dit, en gardant ma voix neutre. « J'ai entendu dire que tu n'allais pas bien. » Elle s'est affaissée dans le fauteuil en face de moi, Marthe se positionnant de manière protectrice à mes côtés. Un jeune infirmier se tenait discrètement près de la porte. « Je ne pensais pas que tu voudrais me revoir un jour, » a dit Sophie, sa voix rauque après ce qu'Isabelle avait décrit comme des heures de pleurs. « Pas après ce que j'ai essayé de faire. » Je n'en étais pas sur moi-même, ai-je admis. Mais nous étions de la famille, autrefois. Avant tout ça. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Le thérapeute dit que j'ai porté l'héritage toxique de notre famille, que l'amertume de mon père concernant l'héritage de ton père a empoisonné mon enfance, et que j'ai transmis ce poison à Marc. Elle a baissé les yeux sur ses mains tremblantes. Mais ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Rien ne pourrait excuser ça. Je l'ai étudié attentivement, cherchant des signes de la manipulation à laquelle je m'étais habituée, mais tout ce que j'ai vu, c'est une femme brisée confrontée aux décombres de sa propre création. Pourquoi as-tu demandé à me voir, Sophie? Elle a pris une inspiration saccadée. J'ai besoin de te dire en face à quel point je suis désolée. Pas pour les conséquences juridiques ou parce que je me suis fait prendre, mais parce que j'ai violé quelque chose de sacré. La famille devrait se protéger mutuellement. Pas. Elle s'est interrompue, incapable de nommer ses actions. Pas se droguer mutuellement et tenter de voler leurs biens, ai-je terminé pour elle. Sophie a tressailli mais a hoché la tête. Le thérapeute dit que je dois entendre la réalité de ce que j'ai fait sans la minimiser. Et Marc, ai-je demandé. Lui as-tu parlé? La douleur a traversé son visage. Il ne prend pas mes appels. Son avocat lui a conseillé de couper tout contact avec moi puisque je coopère avec l'accusation. Elle a levé les yeux, son expression à vif. Il me reproche tout, dit que si je n'avais pas craqué et avoué, il n'aurait jamais eu assez de preuves. Cela confirmait ce que Thomas avait soupçonné, que Marc se positionnait comme ayant simplement suivi les directives de sa mère plutôt que d'être le principal architecte du complot. Marc a fait ses propres choix, ai-je dit fermement. Tout comme tu as fait les tiens. Sophie a hoché la tête misérablement. Le pire, c'est que je le vois maintenant, comment il m'a manipulé même alors que je pensais te manipuler. Il n'arrêtait pas de pousser pour des mesures plus agressives, utilisant mon ressentiment pour faire avancer ses propres intérêts. Une partie de moi voulait la réconforter, cette coquille vide de la cousine confiante que j'avais connue autrefois. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de la manière froidement calculée dont elle avait altéré mes médicaments, restait méfiante. « Que attends-tu de moi, Sophie ?» ai-je demandé directement. « Le pardon? L'absolution? » Non, a-t-elle répondu, me surprenant. Je ne mérite ni l'un ni l'autre. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant ce que j'ai fait et que je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter. Même en sachant que ça ne pourra jamais être suffisant. L'infirmier s'est avancé, indiquant que notre temps était presque écoulé. Je me suis levée pour partir, puis je me suis arrêtée, me sentant obligée d'offrir quelque chose, aussi petit soit-il. Sophie, je ne peux pas te pardonner encore. Peut-être jamais complètement. Mais j'espère que tu trouveras la guérison. Pour nous deux. Ses larmes coulaient librement maintenant. Merci d'être venue. Je ne t'aurais pas blâmé si tu avais refusé. Alors que Marthe et moi retournions à la voiture, je me sentais émotionnellement vidée, mais étrangement plus légère, comme si un ressort étroitement enroulé à l'intérieur de moi s'était légèrement détendu. « La crois-tu » a demandé Marthe alors que nous nous éloignions de l'hôpital. Je crois qu'elle est sincèrement brisée, ai-je répondu après mûre réflexion. Reste à savoir si cela se traduira par un changement durable. Quand nous sommes rentrés à la maison, Chloé attendait anxieusement sur le porche, faisant les 100 pas. Elle s'est précipitée vers la voiture avant même que je puisse en sortir. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai raconté la visite alors que nous entrions. L'expression de Chloé passait de l'incrédulité à une acceptation prudente tandis que je décrivais l'état de Sophie. Alors, elle a balancé Marc, a observé Chloé, toujours sceptique. Le timing est pratique, avec son procès qui approche. Je ne pense pas qu'elle ait été assez calculatrice pour simuler ce niveau de détresse, ai-je répondu. La Sophie que j'ai vue aujourd'hui est une femme anéantie. La formation médicale de Chloé a tempéré légèrement sa colère. Les crises psychiatriques peuvent être des réponses authentiques à un stress et une culpabilité extrême. Mais ça n'efface pas ce qu'elle t'a fait. Non, ça ne l'efface pas, ai-je convenu. Mais la voir comme ça m'a aidé à réaliser quelque chose d'important. Entretenir de la haine pour Sophie ne fait que lui donner un pouvoir continu sur ma tranquillité d'esprit. Chloé a semblé réfléchie. Mon professeur de psychologie dit que le pardon bénéficie plus à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. Je n'appellerai pas encore ça du pardon, ai-je clarifié.
Plutôt la libération de l'emprise que sa trahison avait sur mes pensées. La semaine suivante a apporté des développements majeurs tant dans le traitement de Sophie que dans l'affaire de Marc. Sophie avait été diagnostiquée avec un trouble dépressif majeur exacerbé par ce que ses médecins appelaient des dynamiques familiales toxiques s'étendant sur des générations. Elle resterait hospitalisée au moins un mois de plus avant de passer à une thérapie ambulatoire intensive. Pendant ce temps, le juge dans l'affaire de Marc a rejeté la motion de son avocat visant à supprimer les enregistrements, rendant un avis cinglant qui faisait référence à la nature particulièrement flagrante de l'exploitation de la confiance familiale pour cibler une personne âgée vulnérable. Avec cette décision cruciale, le dossier de l'accusation était considérablement renforcé. Thomas a appelé avec la nouvelle, semblant plus optimiste qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Cela détruit efficacement leur principale stratégie de défense. Mercier conseillera probablement à Marc d'envisager un accord de plaider coupable maintenant. L'acceptera-t-il? Ai-je demandé, connaissant la nature têtue de Marc. S'il est intelligent, oui. L'alternative est un procès très public où tous les détails sordides seront exposés, suivi presque certainement de la radiation du barreau et d'une éventuelle peine de prison. 2 jours plus tard, ma prédiction sur le caractère de Marc s'est avérée exacte. Plutôt que d'accepter un accord, il a renvoyé Julien Mercier et a engagé un autre avocat, celui-ci spécialisé autant dans les relations avec les médias que dans la défense pénale. La nouvelle stratégie est devenue claire lorsqu'un média local a publié un portrait sympathique de Marc, le dépeignant comme un fils dévoué, égaré par sa mère mentalement instable. L'article laissait entendre que j'étais une parente vindicative persécutant un membre de la famille bien intentionné qui ne s'était soucié que de mon bien-être. Chloé était furieuse. C'est de la diffamation. Comment peuvent-ils imprimer ces mensonges? Thomas a immédiatement demandé une ordonnance de non-publication pour empêcher toute manipulation médiatique supplémentaire. Mais le mal s'infiltrait déjà dans la communauté. J'ai reçu des appels inquiets de connaissances qui avaient lu l'article et j'ai même entendu des chuchotements en faisant mes courses. Nous devons contrer ce récit, a insisté Chloé. Les gens doivent entendre la vérité. Pas par les médias, ai-je décidé après réflexion. Cela ne ferait qu'intensifier la bataille publique, ce qui est exactement ce que Marc veut. Rendre cela si désagréable que j'abandonnerai les charges. Au lieu de cela, j'ai adopté une approche différente. Le gala de charité annuel de la Fondation des services aux aînés de Bourgogne était prévu pour le week-end suivant. En tant que soutien de longue date, j'avais été invité, mais j'avais envisagé de décliner compte tenu des événements récents. Maintenant, j'ai décidé non seulement d'y assister, mais d'utiliser la plateforme de manière constructive. Tu es sûr de ça? A demandé Chloé alors que nous nous préparions pour le gala. Il y aura des centaines de personnes, y compris des journalistes. J'en suis sûr. Ai-je répondu, attachant mes boucles d'oreilles en perles, un autre cadeau de Richard. Me cacher ne fait que renforcer l'impression que j'ai quelque chose à me reprocher. La salle de bal du Grand Hôtel de Dijon était élégamment décorée lorsque nous sommes arrivés, des lustres en cristal illuminant les tables des citoyens les plus éminents de la ville. J'ai senti le changement subtil dans l'atmosphère alors que Chloé et moi entrions. Les conversations s'interrompaient momentanément, les regards se posaient sur nous avant de se rediriger poliment. La directrice de la fondation, Hélène Bernard, s'est approchée immédiatement, son soulagement évident. « Hélène, je suis si heureuse que vous soyez venue. Nous n'étions pas sûrs, avec tout ce qu'on lit dans les journaux ces derniers temps. Des chevaux sauvages n'auraient pu m'empêcher de soutenir une cause aussi importante, » ai-je répondu chaleureusement, en maintenant le calme digne qui m'avait bien servi pendant des décennies dans les affaires. Pendant le dîner, plusieurs connaissances de longue date se sont arrêtées à notre table, exprimant leur soutien et rejetant la campagne médiatique de Marc. Mais j'ai aussi remarqué d'autres personnes gardant une distance prudente, peut-être incertaines de la version des événements à croire. Lorsque le moment des dons est arrivé, j'avais arrangé quelque chose de spécial. La directrice de la fondation a annoncé chaque contribution majeure comme il était d'usage. Quand elle a appelé mon nom, je me suis approché du podium. Merci, Hélène. Cette année, j'ai le plaisir d'annoncer la création du Fonds Dubois pour la protection des aînés, avec une dotation initiale d'1 million d'euros. Des murmures ont parcouru la salle de bal. Hélène Bernard a semblé surprise mais ravie. Ce fonds, ai-je continué, fournira une assistance juridique et des services de soutien aux personnes âgées confrontées à l'exploitation ou à l'abus, en particulier de la part de ceux en qui elles devraient pouvoir avoir le plus confiance, leur propre famille. La salle est devenue complètement silencieuse alors que je poursuivais, ma voix stable et claire. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai récemment vécu une telle exploitation de première main. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que pour chaque cas qui fait les gros titres, des dizaines d'autres souffrent en silence. Des personnes âgées qui n'ont pas les ressources ou le système de soutien pour se défendre contre ceux qui profiteraient de leur vulnérabilité perçue. J'ai regardé directement plusieurs tables où je savais que des journalistes étaient assis. L'âge apporte la sagesse, pas la faiblesse.
Les cheveux gris ne signalent pas une capacité diminuée à prendre des décisions concernant nos propres vies et nos biens. Grâce à ce fonds, j'espère changer le discours sur le vieillissement et garantir que d'autres aînés bénéficient de la protection et de la défense qu'ils méritent. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. En retournant à ma place, Chloé m'a serré la main, ses yeux brillants de fierté. Ça, a-t-elle murmuré, c'est la façon de répondre à la diffamation. Non pas en se défendant, mais en transformant l'attaque en quelque chose de puissant. Le lendemain matin, les téléphones de la Fondation sonnaient constamment avec des dons supplémentaires pour le Fonds de protection des aînés. La couverture médiatique a été extrêmement positive, contrant efficacement la tentative de récit de Marc sans aborder directement ses allégations. Thomas a appelé en milieu de matinée. « Avez-vous vu les journaux ? C'était brillant, Hélène. Vous avez complètement changé la conversation. » Mais la réponse la plus inattendue est venue du thérapeute de Sophie, qui m'a contacté avec la permission de Sophie. « Votre discours l'a profondément affectée » a expliqué le thérapeute. Elle l'a regardé aux nouvelles locales dans la salle commune de l'hôpital et a demandé si elle pouvait vous écrire à nouveau. J'ai accepté de recevoir la lettre, qui est arrivée 2 jours plus tard. Contrairement à sa correspondance précédente, celle-ci montrait des signes d'une plus grande stabilité, l'écriture régulière, les pensées cohérentes. « Hélène, écrivait-elle, te voir transformer le chapitre le plus sombre de notre famille en une force pour le bien m'a ouvert les yeux sur ce qu'est la vraie force. Pendant des années, j'ai confondu ton succès avec la source de mon malheur, alors qu'en réalité, c'était ma propre amertume qui empoisonnait ma vie. » Elle a poursuivi en expliquant que ses médecins l'avaient aidée à comprendre comment le traumatisme intergénérationnel avait façonné sa vision du monde, mais qu'elle était maintenant déterminée à briser ce cycle. J'ai commencé à tenir un journal de vérité, des choses que je dois reconnaître sans excuse. La première entrée est « J'ai essayé de détruire ma cousine Hélène. Parce que je ne pouvais pas supporter qu'elle ait construit une belle vie alors que j'avais gâché la mienne dans le ressentiment. » C'est douloureux d'écrire ces vérités, mais nécessaire si je veux un jour devenir quelqu'un de différent de ce que j'ai été. La lettre se concluait par une demande inattendue. Le programme de médiation exige des travaux d'intérêt général. J'ai demandé si mes heures pouvaient être consacrées à votre nouveau fonds de protection des aînés, non pas dans un rôle visible, mais dans toute capacité qui pourrait aider la cause sans vous causer de détresse supplémentaire. Sachez que je respecterai votre décision, quelle qu'elle soit. J'ai partagé la lettre avec Chloé, qui était devenue ma plus proche confidente tout au long de cette épreuve. Sa première réaction a été sceptique. Ça pourrait être une autre manipulation, a-t-elle mis en garde. Les gens comme Sophie ne changent pas du jour au lendemain. Ça n'a pas été du jour au lendemain, lui ai-je rappelé. Ça fait des mois de thérapie intensive après une dépression complète. Chloé a froncé les sourcils, peu convaincue. Pourtant, l'avoir impliquée dans ta fondation semble risqué. Je n'ai pas dit que j'allais accepter, ai-je répondu. Mais je crois aux secondes chances, avec des garanties appropriées. Après avoir consulté Thomas et l'équipe de traitement de Sophie, j'ai proposé un arrangement soigneusement structuré. Sophie pourrait accomplir ses heures de travail d'intérêt général en effectuant des tâches de bureau pour la Fondation, mais seulement après avoir terminé son traitement en hospitalisation et sous une surveillance stricte. Elle n'aurait aucun accès à des informations confidentielles ni de contact direct avec des clients vulnérables. La directrice de la Fondation était hésitante mais a accepté, reconnaissant le puissant symbolisme de la réhabilitation dans un programme conçu pour protéger les victimes potentielles. Pendant ce temps, la situation juridique de Marc s'est encore détériorée lorsque son deuxième avocat s'est retiré de l'affaire, citant des « divergences irréconciliables » concernant la stratégie. C'est souvent le langage des avocats pour un client qui refuse d'écouter les conseils. La date du procès a été fixée au début de l'automne, nous laissant plusieurs mois de préparation. L'été est arrivé, apportant un temps plus chaud et un sentiment de normalité bienvenue. Chloé avait terminé avec succès son semestre de printemps à distance et retournerait sur le campus à l'automne, bien qu'elle m'ait arraché la promesse que j'installerais des systèmes de sécurité supplémentaires avant son départ. « Et tu m'appelleras tous les jours ?» a-t-elle insisté. Sans exception. Je me suis très bien débrouillée pendant des décennies avant ta naissance, lui ai-je rappelé avec un sourire. Mais oui, j'ai promis de donner des nouvelles régulièrement. Par un après-midi de juillet particulièrement beau, nous savourions une citronnade sur la terrasse lorsque la voiture de gendarmerie de Romain Perrin s'est engagée dans l'allée. Mon cœur s'est immédiatement emballé, les visites de police inattendues apportaient rarement de bonnes nouvelles. Romain s'est approché avec une enveloppe à l'allure officielle. « Madame Dubois, j'ai des documents que vous devriez voir tout de suite. » À l'intérieur se trouvait une notification indiquant que Marc avait intenté une action civile contre moi pour diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et poursuites abusives liées aux accusations pénales. « Il ne peut pas sérieusement penser que ça va marcher », s'est exclamé Chloé après avoir lu la plainte. « C'est complètement futile. » Romain a hoché la tête sombrement. « C'est presque certainement une tactique de pression. » Le timing,
juste avant un week-end férié où les tribunaux sont fermés, suggère qu'il espère causer un stress maximal et potentiellement vous pousser à abandonner les poursuites pénales. J'ai lu les allégations, notant comment Mark avait déformé chaque fait pour se présenter comme la victime. C'était une leçon de maître en manipulation, tentant d'utiliser le système juridique lui-même comme une arme. Merci de m'avoir apporté ça personnellement, ai-je dit à Romain. Veuillez assurer à votre mère que je vais bien. C'est désagréable mais pas inattendu. Après le départ de Romain, Chloé a arpenté la terrasse, indignée en mon nom. Chaque fois que je pense qu'ils ne peuvent pas tomber plus bas, ils trouvent une nouvelle profondeur. Quand est-ce que ça s'arrête? J'ai mis les documents de côté et j'ai repris ma citronnade. Ça s'arrête quand nous refusons de nous laisser consumer. Mark veut que je sois contrariée et effrayée. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Comment peux-tu être si calme? A exigé Chloé. Il continue de t'attaquer sous tous les angles. Parce que j'ai déjà gagné ce qui compte le plus, ai-je répondu simplement. Je suis en sécurité chez moi. Tu t'épanouis malgré la perturbation. La Fondation aide d'autres personnes à éviter des situations similaires. Mark peut intenter tous les procès futiles qu'il veut. Ils ne peuvent pas enlever ce qui est vraiment important. Thomas a déposé une requête en irrecevabilité de l'action civile la semaine suivante, ainsi qu'une demande reconventionnelle pour abus de procédure de la part de Mark. Cela pourrait en fait se retourner contre lui de manière significative, a expliqué Thomas. Il a ouvert une porte que nous pouvons franchir pour introduire encore plus de preuves de sa mauvaise conduite. À la mi-août, 3 développements importants ont convergé. Premièrement, le juge a accueilli notre requête en irrecevabilité de l'action civile de Mark, la qualifiant de tentative transparente d'intimider un témoin dans une procédure pénale en cours. Deuxièmement, Sophie a terminé son traitement en hospitalisation et a commencé la transition vers des soins ambulatoires, la rendant éligible pour commencer ses travaux d'intérêt général. Et troisièmement, le procureur de la République a offert à Mark un dernier accord de plaider coupable avant de passer au procès. Les conditions étaient simples. Mark pourrait plaider coupable de tentative d'exploitation financière d'une personne âgée et d'administration de substances nuisibles, les autres charges étant abandonnées. Il ne purgerait aucune peine de prison, mais recevrait 5 ans de sursis probatoire, perdrait sa licence d'avocat de manière permanente, paierait une restitution substantielle et effectuerait des travaux d'intérêt général et un suivi psychologique. C'est plus clément qu'il ne le mérite, a observé Chloé lorsque Thomas a partagé l'offre. Mais cela mettrait fin à ce chapitre sans procès. Le procureur privilégie la certitude à la sévérité, a expliqué Thomas. Les procès sont imprévisibles, et Mark a beaucoup travaillé pour empoisonner le jury potentiel avec sa campagne médiatique. Que pensez-vous qu'il fera? Ai-je demandé. Thomas soupire. S'il était rationnel, il accepterait l'accord. Mais Mark a constamment fait preuve d'un mauvais jugement tout au long de ce processus. Fidèle à lui-même, Mark a rejeté l'offre de plaider coupable, insistant pour aller au procès. Son nouvel avocat, le 3e depuis le début de la procédure, a publié une déclaration affirmant que Mark était impatient de présenter toute la vérité à un jury impartial. Alors que l'été tirait à sa fin, je devais faire face à une autre décision. Sophie avait rempli les conditions pour commencer ses travaux d'intérêt général et la Fondation était prête à l'accueillir dans un rôle limité. Avant de finaliser les arrangements, j'ai demandé une réunion, non pas à l'hôpital cette fois, mais sur un terrain neutre, au bureau de Thomas, avec Thomas et Chloé présents pour me soutenir. La Sophie qui est arrivée pour notre réunion était nettement différente de la cousine calculatrice qui avait tenté de voler mes biens et de la femme brisée que j'avais visitée à l'hôpital. Cette Sophie était sobre mais posée, habillée simplement mais proprement, établissant un contact visuel approprié mais sans la chaleur artificielle qu'elle avait autrefois affectée. Chloé, la voyant pour la première fois depuis la découverte du complot, était visiblement tendue. Thomas a maintenu une attitude professionnelle, enregistrant la conversation par précaution. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, a commencé Sophie, sa voix plus stable que lors de notre rencontre à l'hôpital. Et merci d'envisager ma demande d'effectuer mes travaux d'intérêt général avec votre fondation. Avant de finaliser tout arrangement, ai-je répondu, j'ai besoin de comprendre vos motivations. Pourquoi ce placement en particulier? Sophie a pris une inspiration mesurée. J'ai passé des mois à examiner le mal que j'ai causé, non seulement à vous, mais à chaque personne âgée qui pourrait se sentir moins en sécurité à cause d'actions comme les miennes. Travailler avec la Fondation me semble la seule façon significative de commencer à réparer ce mal. Il serait plus facile pour vous de ranger des étagères dans une banque alimentaire, a souligné Chloé, son ton provocateur. Moins d'examen, moins de lien avec vos crimes. Sophie a hoché la tête, acceptant la caractérisation. Plus facile, oui, mais pas juste. J'ai besoin de faire face à ce que j'ai fait, pas de m'en cacher. Et Mark, a demandé Thomas. Quelle est votre position concernant son déni continu de responsabilité? La douleur a traversé le visage de Sophie. Mark suit le chemin que je lui ai enseigné. Dévier,
nier, blâmer les autres. Je ne peux pas l'atteindre maintenant, mais j'espère qu'un jour il trouvera la clarté que j'ai été forcé de trouver. Vous comprenez qu'il y aurait des limitations strictes, ai-je dit. Aucun accès à des informations confidentielles, aucun contact direct avec les clients, une surveillance constante. Je n'attends rien de moi, a répondu Sophie. Je n'ai pas gagné la confiance, seulement l'opportunité de commencer à me racheter. Après son départ, nous trois avons longuement débattu. Chloé est restée profondément sceptique, tandis que Thomas a reconnu que Sophie semblait sincèrement repentante, mais a conseillé la prudence. La décision m'appartenait en fin de compte. Je vais approuver le placement, ai-je finalement décidé, avec toutes les garanties en place et une compréhension claire qu'il sera immédiatement résilié au premier signe de comportement inapproprié. Chloé a froncé les sourcils. Je pense toujours que c'est risqué. Peut-être, ai-je reconnu. Mais lui refuser cette opportunité ne servirait à rien d'autre qu'à punir. Et comme je l'ai déjà dit, la justice ne consiste pas seulement en une punition. La semaine suivante, Sophie a commencé ses travaux d'intérêt général, travaillant dans la salle du courrier de la Fondation sous une surveillance étroite. Le personnel avait été pleinement informé de son passé et des circonstances de son placement. Selon tous les rapports, elle a travaillé avec diligence et sans se plaindre, même lorsqu'on lui assignait les tâches les plus fastidieuses. Alors que septembre arrivait et que Chloé se préparait à retourner sur le campus, nous avons fait face à un nouveau défi. Le procès de Marc était prévu pour octobre, et je serais le principal témoin. La perspective de témoigner publiquement sur cette épreuve était intimidante, sachant particulièrement que l'avocat de Marc tenterait de saper ma crédibilité. Je prendrai un congé si nécessaire, a insisté Chloé alors que nous discutions du procès à venir. Tu ne devrais pas avoir à affronter ça seule. Absolument pas, ai-je répondu fermement. Tes études passent avant tout. Marthe et Isabelle me soutiendront pendant le procès. Chloé semblait peu convaincue. Promets-moi que tu me diras si tu as besoin que je rentre. La faculté de médecine sera toujours là après le procès. Je le promets, l'ai-je assuré, bien que nous sachions toutes les deux que j'hésiterais à perturber ses études à moins que ce ne soit absolument nécessaire. La veille du départ de Chloé, nous étions assises dans le jardin, regardant les lucioles danser parmi les dernières fleurs de l'été. L'année écoulée nous avait transformées toutes les deux. Chloé plus mûre et protectrice, moi plus disposée à accepter de l'aide sans y voir une faiblesse. J'ai réfléchi, a dit Chloé, rompant notre silence complice. Après la fac de médecine, je veux me spécialiser en gériatrie avec un accent sur la reconnaissance de la maltraitance des personnes âgées. Ce qui t'est arrivé, ce qui a failli arriver, arrive à tant d'autres qui n'ont pas les ressources pour se défendre. La fierté a gonflé dans ma poitrine. Tu serais merveilleuse dans ce rôle. J'ai déjà parlé à la Fondation de la création d'une composante de plaidoyer médical, a-t-elle poursuivi avec enthousiasme. Les médecins sont souvent les premiers à remarquer les signes de maltraitance des aînés, mais ne savent pas toujours comment intervenir efficacement. Alors que Chloé exposait sa vision, je m'émerveillais de la façon dont ce chapitre douloureux de nos vies avait inspiré quelque chose de si potentiellement transformateur. De la trahison de Sophie était né non seulement le fond de protection des aînés, mais maintenant le but affiné de Chloé, un héritage bien plus significatif que les biens que Sophie et Marc avaient convoités. Le jour du procès de Marc est arrivé avec le premier frisson de l'automne. Vêtu d'un tailleur bleu marine conservateur, le médaillon de Richard près de mon cœur, je suis entrée au palais de justice flanqué de Marthe et Thomas. Des journalistes s'agglutinaient sur les marches, les flashs des appareils photos crépitant à notre passage. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. Des membres de la communauté, des défenseurs des droits des aînés et des spectateurs curieux attirés par les mois de couverture médiatique. Sophie était notablement absente. Son équipe de traitement lui avait déconseillé d'assister pour éviter d'éventuelles rechutes dans son rétablissement. Quand Marc est entré avec son avocat, il semblait plus mince et plus hagard que dans mon souvenir, la tension de la procédure évidente dans les nouvelles rides sur son visage. Il a évité mon regard, se concentrant intensément sur ses notes alors que le juge ouvrait la séance. La déclaration liminaire de l'accusation était puissante dans sa simplicité, exposant le complot calculé pour exploiter un parent âgé à des fins financières. L'avocat de Marc a répliqué avec un récit de malentendus et de réactions excessives, dépeignant Marc comme un neveu inquiet pris dans une querelle de famille dont il n'était pas l'auteur. En tant que premier témoin de l'accusation, j'ai pris la parole avec une dignité tranquille, sentant la présence de Richard à chaque pas. Pendant plus de 2 heures, j'ai témoigné de l'escalade progressive du comportement de Sophie et Marc, des médicaments altérés, des documents falsifiés et de la tentative de transport de l'autre côté de la frontière. Tout au long, j'ai maintenu un calme imperturbable, même lors d'un contre-interrogatoire agressif. Madame Dubois, a demandé l'avocat de Marc avec un scepticisme calculé, n'est-il pas possible que votre perception de ces événements ait été affectée par les médicaments que vous preniez? Les médicaments qui m'étaient prescrits étaient pour des conditions physiques et n'affectent pas la fonction cognitive, ai-je répondu d'un ton égal.
Les médicaments que Sophie a substitués à mon insu, cependant, auraient altéré mon jugement si je les avais réellement pris. Les tentatives ultérieures de l'avocat de me dépeindre comme confuse ou vindicative se sont heurtées au mur de preuve et à mon témoignage imperturbable. Quand je suis finalement descendue de la barre, Marthe m'a serré la main en signe de soutien silencieux. Au cours des 3 jours suivants, l'accusation a construit un dossier accablant. Des experts médicaux ont témoigné sur les sédatifs trouvés dans mes prétendus médicaments pour le cœur. Des analystes financiers ont détaillé le réseau complexe de documents que Marc avait préparé pour prendre le contrôle de mes biens. Romain Perrin a raconté le contrôle routier et la découverte de mon testament dans le sac à main de Sophie. Le plus dommageable de tout, les enregistrements de Marc et Sophie discutant de leur complot ont été joués en intégralité, leurs mots calculés résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Le 4e jour du procès, dans un développement surprenant, l'avocat de Marc a demandé une brève suspension pour s'entretenir avec le procureur de la République. Lorsque la cour a repris 1 heure plus tard, un accord de plaidé coupable a été annoncé. Marc plaiderait coupable à des accusations réduites en échange d'une peine similaire à ce qui avait été offert des mois plus tôt. Le juge, après avoir examiné l'accord, s'est adressé directement à Marc. À Monsieur Fournier, vous avez bénéficié d'une clémence non pas parce que vos actions le méritent, mais parce que votre plaidoyer épargne à votre victime âgée le stress continu de cette procédure. Soyons clairs. Ce que vous avez tenté n'était pas seulement criminel, mais moralement répréhensible. Vous avez trahi la confiance de la famille et violé votre serment d'avocat. Alors que Marc se tenait impassible pendant le prononcé de la peine, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement le soulagement que ce chapitre se fermait enfin et de la tristesse pour le potentiel gâché d'une vie déraillée par la cupidité et le sentiment de droit. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes réclamaient une déclaration. Avec Marthe et Thomas à mes côtés, je me suis brièvement adressé aux caméras assemblées. Aujourd'hui n'est pas une question de victoire ou de justification. C'est une question de responsabilité, espérons-le, de guérison. L'abus des aînés prospère dans le silence et l'ombre. Si mon expérience aide ne serait-ce qu'une personne à reconnaître et à résister à l'exploitation, alors un peu de bien sera sorti de ce chapitre douloureux. Je demande maintenant le respect de ma vie privée alors que notre famille entame le long processus de guérison. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est progressivement normalisée. Chloé a excellé dans son semestre d'automne tout en appelant quotidiennement comme promis. Le Fonds de protection des aînés a étendu ses services aux départements voisins. Sophie a continué ses travaux d'intérêt général sans incident, travaillant discrètement en arrière-plan tout en suivant ses séances de thérapie obligatoires. Par un après-midi de novembre frais, j'ai reçu un colis inattendu. À l'intérieur se trouvait une courte pointe faite à la main avec un mot de Sophie. Dans notre enfance, grand-mère Rose nous a appris à toutes les deux à faire des courtes pointes. J'y suis revenue pendant ma convalescence, trouvant la paix dans la création de quelque chose de beau, un point à la fois. Ce n'est pas une demande de pardon, seulement un petit gage de remords continu et de gratitude pour la seconde chance que tu m'as donnée. La courte pointe était magnifiquement réalisée, son motif rappelant ceux que notre grand-mère nous avait en effet appris à faire pendant les étés d'antan, avant que les conflits d'adultes ne séparent nos familles. Je l'ai placée avec soin dans la chambre d'amis, pas prête à l'utiliser moi-même, mais reconnaissant le savoir-faire et le sentiment qui s'en dégageait. À l'approche de la Toussaint, Chloé a appelé pour son habituel coup de fil, mais sa voix était empreinte d'une excitation supplémentaire. « Mamie, tu te souviens de mon professeur, le docteur Levine ? Elle veut collaborer avec le Fonds de protection des aînés sur un projet de recherche sur les indicateurs médicaux de la maltraitance des personnes âgées. Nous pourrions développer des protocoles de dépistage pour les services d'urgence à l'échelle nationale. » Cela semble merveilleux, ai-je répondu, sincèrement ravie de son enthousiasme. Il y a plus, a-t-elle poursuivi. Elle m'a nominée pour un programme de recherche spécial, mais cela signifierait rester sur le campus pendant une partie des vacances d'hiver pour commencer. Je pouvais entendre le conflit dans sa voix, excitée par l'opportunité, mais réticente à rompre nos traditions de vacances après une année si difficile. Chloé, ai-je dit fermement, tu dois accepter. C'est exactement le genre de travail qui te passionne. Mais c'est notre premier Noël depuis tout ça. Je ne veux pas que tu sois seule. Je ne le serai pas, l'ai-je assuré. Marthe et Isabelle m'ont déjà invité pour le dîner de Noël, et peut-être est-il temps que je participe à nouveau à certains des événements communautaires des fêtes que j'ai évités depuis le décès de ton grand-père. Après une douce persuasion, Chloé a accepté de rester sur le campus pour la recherche supplémentaire, promettant de rentrer à la maison quelques jours entre Noël et le Nouvel An. En raccrochant, j'ai réalisé que je ressentais un contentement sincère pour la première fois depuis de nombreux mois. Les batailles juridiques étaient derrière nous. Chloé s'épanouissait dans ses études et son nouvel objectif. La fondation faisait une réelle différence dans des vies vulnérables. Même Sophie semblait trouver un chemin plus sain. J'ai traversé ma maison, la maison que Richard et moi avions partagée, où nous avions élevé notre fille, et plus tard Chloé, et j'ai ressenti une profonde gratitude.
Sophie et Marc avaient tenté de tout me prendre, mais dans leur échec, ils m'avaient par inadvertance offert des cadeaux inattendus, une relation plus forte avec Chloé, un nouvel objectif significatif grâce à la fondation, et peut-être le plus surprenant, la libération du poids d'une querelle familiale qui avait assombri des générations. M'arrêtant près de la fenêtre donnant sur le jardin de Richard, qui se préparait maintenant à la dormance hivernale, je me suis souvenu de quelque chose qu'il disait souvent pendant les moments difficiles de notre entreprise. La vraie mesure du succès n'est pas d'éviter les tempêtes, Hélène, mais la façon dont on reconstruit après elles. Nous avions traversé une tempête dévastatrice, Chloé et moi. Mais notre reconstruction créait quelque chose de plus fort et de plus beau que ce qui existait auparavant. Et ça, ai-je réfléchi alors que le soleil de fin d'automne dorait le jardin qui s'estompait, c'était un héritage qui valait la peine d'être transmis, bien plus précieux que n'importe quel bien que Sophie et Marc avaient convoité. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment has, si us. Et si vous avez apprécié mon histoire, découvrez 2 autres favoris de la chaîne. Ma belle-fille m'a mise à la porte, puis a vu mon nom sur l'acte de propriété, et ils m'ont traité de fardeau jusqu'à ce qu'ils aient besoin de mes gains au loto.